Alors, déjà, pourquoi la galère? On échange nos galères. Salut Dakazone, salut Joker, salut Graou. Ah là 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 là. Ah, une vraie galère, parce qu'en fait, il s'avérait qu'avec donc mon invité Babel Ben, il s'avère qu'en fait, j'avais des problèmes sur ma webcam. Et là, je cherche, je me dis putain, ma webcam, elle marche pas. Je teste la deuxième webcam, elle marche pas non plus. Je fais merde, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je vais, hop, dans ma réserve de matos, je prends l'ancienne webcam. La vieille, là où il y avait des couleurs de merde, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez connue, où j'étais assez rouge ou trop jaune sur les vidéos YouTube. Bref, je teste, elle marche pas. Change les ports USB, ça marche pas. Je me dis, bon, vu que j'ai mis quelques sécurités antivirus, est-ce que c'est ça? Donc, je casse l'antivirus, je redémarre, je relance le tout, ça marche pas. Et là, je me dis, mais attends, j'ai mon logiciel pro là qui est lancé. Parce qu'en fait, je taffe en même temps. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai des sécurités là aussi. Donc du coup, je vais bidouiller dans mon logiciel professionnel. Je désactive tout ce qui bloque les vidéos. Et tatin, je suis là. I'm here. Et là, je suis content. Bijorn, il est content. Bon, je suis pas super bien rasé, tout ça. Voilà, j'ai juste rasé le contour histoire de pas faire garde-manger dans la moustache, mais c'est tout. Alors, aujourd'hui, quoi qu'on va faire? Quoi qu'on va faire aujourd'hui? Alors, dans le titre, c'est Entretien avec un arbitre de la FEC. Donc la FEC, c'est... je vais le laisser parler, hein. On va d'abord l'accueillir, donc c'est Babel Ben, arbitre de la FEC. Il me semble, de mémoire, qu'il est trésorier de la FEC. Donc, on va l'accueillir comme il se doit. Alors, je reviens sur notre call. Je mets, hop, sa webcam. Alors non, ça c'est pas ça. Voilà, c'est juste ici pour qu'il puisse m'entendre. Salut Babel, comment tu vas? Yo, je t'entends. Alors, est-ce que sur le chat, vous l'entendez bien? Voilà, n'hésite pas à parler un petit peu, juste pour voir si t'entendent bien. Si je dis fac WTC. Voilà. Donc, normalement, ça devrait aller. Alors attends, est-ce que sur mon logiciel... Oui, audio invité, normalement c'est bon. Ouais, c'est celui que j'ai modifié. Trop faible. Ah, on l'entend pas fort. Alors attendez, je l'augmente un peu beaucoup. Vas-y Babel. J'existe. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Ah oui, je sais pourquoi. Tac. Je vais t'augmenter un peu plus sur Discord, vas-y. Allô, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Ah, normalement, maintenant, c'est mieux, les gars. Moi, j'ai dû baisser mon son casque parce que du coup, ça m'explose les oreilles. Alors, je Mais vais tuer. normalement, de votre côté, c'est bon. Mieux, 4 sur 5. Ah, 4 sur 5 seulement. Bon, alors attends. Hop, je te mets à fond sur Discord, vas-y. Allô. Voilà, il faut que ce soit 5 sur 5. C'est Voilà. mieux, 5 sur 5. Est-ce que j'ai le droit à un 5 sur 5? Allez, là. Attention. Alors, Babel, déjà, on va commencer. Je pense que même avec un 4 sur 5, ça devrait aller. D'abord, par te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Alors, qui es-tu dans la vie civile, on va dire? Que fais-tu? Et ensuite, Alors, qui es-tu dans la FEC? Et que fais-tu à la FEC? mon nom courant, c'est Benjamin Torres. Mon métier, c'est peintre pro. Je fais ça toute la journée. Et à la FEC, je suis arbitre et le trésorier. Ah, je m'étais pas trompé. 5 sur 5, merci Joker. Je m'étais pas Yes. trompé. Tu es bien trésorier de la FEC. Yes. Moi qui gère les comptes. Ok, donc tu es arbitre de la FEC depuis combien de temps? Bonne question. Je pense que je suis devenu arbitre juste avant le confinement. Enfin, si je me trompe pas, ou juste après le confinement. Je crois que ça doit faire au moins 3 ans facile. D'accord. Donc en fait, tu es arrivé fin de V9 en tant qu'arbitre, on va dire? Non, Ouais, c'est mais ça. même pas fin de V9. Début de V9. Début Je de pense que V9 c'est. plutôt. S'il y Ouais, a 3 ans, on est sur la première année de la V10 qui n'est pas encore finie. ouais. Donc ouais, tu es arrivé début V9. Parce que Ok. j'étais Orca
J'ai d'abord été orga pour la ligue, et quand j'ai fait un orga de ligue, après je suis passé arbitre. D'accord. Et je crois que c'était ça, c'était l'allée, le premier aller pour la V9 et après le Covid nous est tombé dessus. Alors, hop, je fais les Un choses à point. moitié, voilà. C'est mieux comme ça. On sait qui. J'ai oublié de mettre les pseudos. Quel naze. Maintenant, c'est bon. Euh, Alors ça, c'est en tant Les gens te qu'arbitre. connaissent, je pense qu'entre toi et moi, ils se seraient pas Oui. trompés. Sait-on jamais. Sait-on Ouais. jamais. Parce que sur la vidéo avec Girio, Girio, il s'en est pris des vertes et des pas mûres en commentaire, dont certains que j'ai dû modérer. Donc, je préfère. Ouais, c'est facile avec Girio, la prochaine fois tu l'invites et tu mets Chevache en dessous. C'est ça. Donc ça, c'est en tant qu'arbitre. Mais je présume que tu es joueur avant tout, et tu es joueur depuis quand? Depuis combien de temps? Alors, j'ai eu des pauses, mais j'ai commencé en 1993 avec la V2 de 40K. Oh, comme moi. Et j'ai joué, je crois que j'ai commencé à jouer à Warhammer le premier, j'ai à moitié compris les règles. J'ai acheté Warhammer 40 000 pareil, et je m'y suis vraiment mis en jouant à Necromunda. Et après, c'était la spirale, parce que j'ai joué à 40K, Confrontation. Après, je suis passé par le jeu de cartes, j'ai joué à Magic, à L5R. Je suis revenu aux figurines. Ouh, L5R en jeu de cartes? Jeu de Ouais, rôle? les deux. Les deux. Ah, quel clan? Lyon. Ça va, t'es pas gris. Lyon Ça exclusivement. me va, ça me rassure. Mais Parce que avant moi... Babel Ben, mon surnom c'était Matsu Ben. Ah, Matsu, d'accord. Je jouais Si, ça, si. et Ils sont un j'étais peu connu pour tarés. avoir. Ouais, je suis très Oui. copain avec les Akodo en général, je les aime bien. Bon. Ben, en fait, Akodo Ben était déjà pris parce que c'était le mec qui m'a appris à jouer, et Ah, donc il d'accord. fallait que je change. Et l'autre forteresse, c'était la forteresse ancêtre, et il n'y avait pas de nom. Donc j'ai pris Matsu. Je vais répondre à Dakazone. Est-ce qu'il y a aussi des bans sur ma chaîne? Alors oui, tout dépend de ce que tu dis. Tu as le droit de troller, de troller avec humour. Attention, avec humour. Voilà. Après, c'est suivant mon caractère. Mais vu que je t'aime bien, Dakazone, devrait pas trop y avoir de soucis. Salut Order Benja. Bienvenue à toi. Les gens. Entretien avec un vampire. Non, non, c'est un Matsu. C'est pas un vampire. Bon, bref. Je vis Bon, dans les caves et je ne vois pas la lumière du jour, mais je ne suis pas un vampire. juste comme ça, je suis du dragon. Et je suis un Mirumoto bizarre. Parce que je ne joue pas comme les gros bourrins. Voilà. Oui, j'ai joué plein de trucs à L5R. Bon, trêve de plaisanterie. Donc, ouais, tu as fait du Magic, du L5R. Tu es passé à Warhammer 40 000 dès la V2. Parce que du coup, tu m'as dit que tu avais commencé d'abord sur Warhammer Battle. Yes. En fait, j'ai acheté une boîte de Warhammer Battle, on a essayé. Je crois qu'après, on a acheté très vite une boîte de Necromunda et de Warhammer 40 000. Et Ok. on a dû jouer avec un pote à moi un été non-stop à Necromunda. Et à la fin de l'été, on avait des gangs à 5000 points. On a dit, bon, il faut qu'on fasse autre chose. Et on a ouvert la boîte de Warhammer 40 000. Et là, c'était terminé. D'accord, ça marche. Et du coup, vous avez commencé dès la V2 aussi? Oui. Donc, en fait, t'as abandonné très rapidement Warhammer Battle, au final. Le Warhammer Battle, j'y suis revenu après. Et en fait, j'ai suivi Warhammer et Warhammer 40 000 selon les gens que j'avais autour de moi et qui jouaient. Donc en fait, Ok. quand on a eu un gros groupe de Warhammer 40 000, j'ai joué à ça. Mon groupe après est passé à Battle, j'y suis passé. J'ai arrêté parce que j'ai fait des études. Après, je suis reparti à Confrontation, ça j'ai joué un paquet. Ah, bien. Tu joues quoi à Conf? Conf, j'ai joué Wolfen, j'ai joué Griffon. C'est bon, tu peux t'arrêter au premier, en fait. Tu peux t'arrêter au Wolfen et Griffon. premier. J'ai joué un petit peu Wilfred. Bon, je pense que c'est pas une surprise. Non, je m'en doutais. Je suis même fier de toi. Dévoreur Daka, ça marche. Très bien. Alors bon, ça c'est tout ce qui est Babelben. Tu es arrivé dans le domaine compétitif en tant que joueur vers quelle version? Je crois que j'ai fait des tournois en V2, mais c'était des tournois genre jouer club local où on était 4 ou Ouais. 6.
Et c'est allé très très vite parce qu'on s'est vite rendu compte que la version et le jeu étaient absolument pas équilibrés. Et je crois que j'ai repris en V5 ou en V6. Et comme après j'ai bossé en boutique de jeux et que je travaillais tous les week-ends, j'ai arrêté complètement. Mais ouais, c'est ça, j'avais rejoué V5, V6 et je me suis remis à la compétition fin V8. Fin V8, d'accord. Est-ce que Conquest a remotivé ou qu'est-ce qui t'a donné envie de repartir dans le compétitif? Ça, c'est rigolo. J'ai un de mes potes avec qui je joue à L5R, qui est d'ailleurs qui est à l'association HeroQuest à Montpellier, où je vais aller arbitrer un Open le week-end prochain. Ok. On était en train de discuter, on a joué à Infinity, et on était en train de discuter de 2-3 trucs, et on discute de Iron Sky et le monde de demain, film absolument merveilleux. Très, Et très le bon. 2, la bande-annonce sort, on était tous les deux, on regarde la bande-annonce, et on voit des nazis monter sur des requins. Et il me dit, oh, ce serait ridicule si on montait un orc sur un requin. Challenge accepted. Il m'a dit, si tu achètes la figurine, tu le fais. Ouais. Le lendemain, enfin, la semaine d'après, il m'avait acheté un boss, un requin en plastique. J'avais acheté une boîte d'orques à la place et j'ai commencé à convertir une figurine. Il est revenu 3 mois après, j'avais 2000 points. Tout converti, j'avais acheté des trucs Et partout. Salut Valquette. Je me souviens, alors c'est époque ETC, donc European Team Championship. Je sais pas du tout de quel pays il était, mais en tout cas, je sais qu'il y avait un joueur qui avait converti toute une armée orque en se basant sur tout ce qui était sorti sur AOS avec les idonettes, il me semble, les espèces d'elfes des mers, là. Ouais. Et il s'était fait toute une armée orque en mode pirate. Et quand j'ai vu les photos, j'ai fait, wow, le gars. Et en plus, il a super bien bossé. Ouais. Le premier à avoir fait des pirates, c'était Bruno Grelier, Oui. qui convertissait, qui peignait, enfin, qui faisait toutes ses figurines en Greensoft, il sculptait tout. C'est le premier mec que j'ai vu jouer aux figurines, attraper ses figurines avec des grandes poignées, et se les mettre les figurines dans le t-shirt et jeter ses figurines sur la table d'à côté. Et il expliquait au mec d'en face, il dit, moi les règles, je m'en fous, tu m'expliques les règles, je bougerai des figurines si ça t'amuse, machin. Moi je suis là. Et de temps en temps, il se retournait, il y a quelqu'un qui dit, oh, tes figurines, elles sont extraordinaires, il lui donnait une figurine. Pour vous donner une idée, ce type a gagné des Golden Demons. Oui. Et en fait, il offrait ses figurines. Feu Bruno Grelier, d'ailleurs c'est durant le SAM avec French Wargame Studio, il y a une vente aux enchères et c'est le fils de Bruno Grelier qui a fourni en fait une figurine qui avait gagné de mémoire le Golden Demon, le Gold. Quasiment toutes ces figurines avaient gagné du Golden Demon. Et surtout qui a été revendu, je crois, à plus de 1200 € sur la vente aux enchères. Donc, bravo pour l'acquéreur. Et surtout, ce qui surprenait tout le monde, que ce soit dans le chat ou même sur le live, parce qu'on entendait un petit peu les gens parler, et ils étaient très étonnés, et je pense que tout le monde l'était. La figurine était vraiment comme neuve, comme présentée durant le Golden. C'est-à-dire, il n'y avait pas un pet, il n'y avait pas de poussière, elle était nickel, avec des peintures de l'époque. Mais Bruno Grelier, il peignait à l'huile. Donc en fait, ces figurines sont à l'énamel verni et tout. C'est increvable. Mais vraiment, il les prenait, mais par poignée, il se les mettait dans le pull et les jetait sur la table d'à côté. C'est incroyable à voir. C'est un grand peintre. Moi, de mon côté, au niveau des grands peintres que j'ai connus, qui m'ont pas formé, mais qui m'ont donné quelques astuces à l'époque, parce que quand j'étais ado, je squattais pas mal le Games Workshop pour peindre, parce que mon lycée était juste à côté. Donc pendant toutes les pauses, j'y allais. Et en fait, c'était Benoît Ménard, du côté de Tours, à l'époque. Voilà. Allez, trêve de plaisanterie, de présentation. On va passer un petit peu dans le dur. Donc tu es arbitre, et comme le dit le titre, entretien avec un arbitre. Donc moi, ma première question, c'est si par exemple, je souhaite devenir arbitre, qu'est-ce que je dois faire dans un premier temps? Alors, le premier truc à faire, c'est d'aller sur le Discord de la FEC, de s'inscrire au Discord, et de contacter... alors maintenant, avant, c'était Corneille. Là, il en fait moins, parce qu'il fait juste arbitre classique, parce qu'il a plein d'autres choses à faire. Maintenant, c'est Goth qui s'en occupe. Et en fait, vous contactez Goth, et Goth vous fait passer un entretien. Donc Goth comme la chèvre, en anglais, non? Alors non, Géo 2T. Géo 2T, ok. Contactez Goth.
C'est Ça un des marche. headref. Sinon, vous devez mettre @headref sur Est-ce que tu peux me @arbitre. MP un lien? Comme ça, je le mets directement dans le chat, si jamais des personnes dans le chat ne sont pas Alors, encore sur le Discord de hop, la FEC. Je vous y encourage, car moi, je squatte, enfin, je squatte. Je discute pas beaucoup, mais je lis beaucoup, c'est toutes les questions de règles. Et je vous y encourage fortement à y aller, il y a de belles pépites, dont certaines, j'ai demandé en plus l'autorisation à Immortus, qui m'a dit OK, et je lui ai dit de toute manière, je vais tout anonymiser, donc il y aura les pseudos de personnes, ni des arbitres, ni des joueurs, mais du coup je vais me servir de tout ça. Allez, si vous voulez rejoindre le Discord de la FEC, je viens de vous mettre le lien dans le chat. donc le premier truc à faire, c'est ça. Vous contactez Goth. Et alors, l'entretien, c'est absolument pas, mais alors vraiment pas, un test quiz de savoir si vous connaissez les règles ou pas. On part du principe que votre volonté de devenir arbitre et d'aider à développer le jeu est plus importante que votre connaissance des règles. Si vous appelez, que vous vous rendez compte que l'entretien, il va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi le travail, combien de fois il faut le faire, tout ça. Si vous vous rendez compte que vous voulez juste commencer, bah, souvent vous allez être plutôt organisateur et pas vraiment arbitre. Je pense à Elsace à Paris, qui est un gros organisateur qui était devenu arbitre, qui a dit non mais c'est trop pour moi. Et en fait il est vraiment orga. Il y en a qui font les deux à la fois, il y en a qui sont que arbitres. Et le but c'est ça, c'est d'avoir envie de développer le jeu compétitif et que le jeu compétitif se passe le mieux possible. La connaissance des règles, ça vient après. Ok. Puisque en fait, déjà, les règles changent tous les 3 mois. Donc ça sert à rien d'apprendre tout par cœur. Je vous garantis, n'apprenez pas les règles par cœur. Ça vient petit à petit, vous connaissez les trucs, mais il vaut mieux apprendre, c'est le premier truc qu'on va vous demander, apprendre à chercher les règles. Donc apprendre à chercher dans l'appli. Les commentaires de Premier... règles, les data slates, les Alors, il y index. a mieux que ça. Le premier truc que vous devez apprendre, c'est lire votre datasheet. Je ris, mais Ah ouais. enfin, vous allez rire, mais c'est le premier truc. C'est ma réponse de base en me disant quelqu'un me pose une question, ma réponse, mais quasi automatique, c'est j'en sais rien, il y a écrit quoi sur la datasheet. Je le répète, mais 100 fois par jour. Parce que la plupart du temps, si j'ai pas le texte, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Ça Il y aura me. sûrement écrit telle phase, telle unité, ou tel modèle, ou tel. En fait, la datasheet va me donner les règles. Games Workshop a fait un énorme travail sur la V10. Il y a toujours des trucs qui changent, mais c'est vraiment, vraiment bien écrit, mais c'est vraiment ultra précis. Et donc la datasheet, déjà, répond à 80% des questions. Ça me rappelle un live que j'ai fait en lisant. Je lisais en fait la fac fake, où on lisait chaque ligne. Et c'est vrai qu'à à des moments, en fait, il y a des choses qui sont écrites. Tu te dis, mais en fait, tout le monde joue déjà comme ça. Et en fait, on se dit, ouais, mais il y a forcément un mec qui est venu emmerder les arbitres en mode, ah, ouais, c'est pas écrit, quoi Oh. qu'on fait. Qu'est-ce que j'ai alors, dans Non. les trucs les plus bizarres qu'on m'ait Est-ce que posé ça comme arrive question. souvent? Alors, les trucs les plus bizarres qu'on m'ait posé comme question et à laquelle tu te dis, mais je vais pas l'écrire quand même, c'est un mec qui nous dit mon char, il est comme ça, qu'est-ce qui m'interdit de le mettre comme ça, caché derrière un mur? Et du tac au tac, il m'a dit me dis pas la boîte parce que la boîte est blanche, il n'y a pas la vraie figurine. Ok, ça va être compliqué. Donc, Oh, c'est très je vois rare. tellement Enfin, d'Eleman Ross. ouais, non, mais t'en as une sur 1000. Voilà, des questions. La plupart dans 80% du temps, les gens posent des questions et ne lisent pas la datasheet ou pas la règle. Ouais. Souvent, ils lisent la datasheet mais n'ont pas la règle qui va avec. Donc ça, au moins, c'est sympa et on leur répond pas c'est écrit page 2. On dit, en fait, si tu cherches telle occurrence, exemple, si vous cherchez comment fonctionnent les unités attachées, il faut chercher leader. Si vous cherchez comment taper sur un personnage, il faut aussi regarder la règle leader. Ça, vous le savez parce que vous l'avez cherché. Mm. Ça fait partie des questions. Et dans, allez, 20% des cas sur le net et 10% des cas en vrai, c'est des questions qui sont vraiment plus pointues ou avec deux textes qui se contredisent ou une interprétation des règles qui peut poser problème. Ça n'arrive jamais. Voilà. Ok. Et souvent, moi ça m'arrive, vous commencez à poser la question, je finis la question.
Parce que je sais exactement pour ce que vous allez me demander. Tiens, Là, par exemple, c'est du avec le coup, dernier Rules Commentary, c'est est-ce que j'ai ouais, le droit d'Overwatch une unité qui vient d'arriver? oui, elle est setup. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a écrit setup. En fait, tout le monde a lu le Rules Commentary, mais n'a C'est pas ça. regardé la règle de base. C'est comme en démon, il dit ah, la nouvelle règle me dit que je suis obligé d'avoir des unités de base Zench avant de mettre des démons de Zench. Ouais. Mm. Mais en allié, il faut que l'unité de base soit Zench. Et il y en a plein Oui, qui m'ont dit oui, bah, j'ai l'unité de plein de ligne. TS, donc je vais pouvoir mettre des démons. Il faut lire toute la règle. Ouais. D'ailleurs, tiens, bon, allez, une petite blague de Dakazone. Vas-y. On peut poser combien de questions à un arbitre à Montpellier avant d'avoir un malus? Et vu que tu seras Alors, à Montpellier, ouais. Le grand truc qu'on avait sorti au WTC, c'était le beer fine, alors qu'on a arrêté au bout de 3 minutes parce qu'on était persuadé qu'on allait être bourré. Si j'arrive à répondre à une question en moins de 30 secondes en lisant la datasheet, 2 euros. Alors, c'est pas pour moi. La plupart du temps, soit je les donne à une lutte contre le cancer, soit je les donne à l'asso qui fait le tournoi, mais je ne plaisante pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, on va être 4 arbitres, il y a 100 joueurs, il y a énormément de gens qui jouent jamais. Pour éviter de monopoliser les arbitres, on met un truc. Alors souvent, c'est je mets un avertissement ou je vous oblige à dire chocolatine pendant 1 an. Ça, il y en a certains qui vont ça pas va le être faire. dur pour Mano. J'ai fait ça avec Lucas, qui m'a dit ah je veux machin. Je lui dis beer fine. À la place, je lui dis t'es obligé de dire chocolatine. Il me dit je t'amènerai plutôt une bouteille de schnapps. Est-ce qu'il l'a amené? Ben je sais pas, on verra samedi. Non mais c'est je sais que Manu pose des questions comme ça, mais il y a certaines questions, je suis content de venir qu'il y ait quelqu'un qui me dit combien j'ai d'attaque. Comprends que c'est quelqu'un qui est stressé, qui pense qu'il va faire une bêtise. Ouais. C'est pas grave. Si tu es là et si tu viens et si tu. C'est plus sympa de se rendre compte que quelqu'un a un problème, d'aller à sa table, de répondre à une question bête et de lui dire lis ta datasheet en premier, après tu m'appelles si tu trouves pas. Mais il y en a qui pensent que je suis le Wikipédia et qu'ils n'ont pas besoin de chercher. Oui, ça c'est Ma un peu plus réponse va emmerdant. être comme d'habitude, j'en sais rien, écrit quoi sur la datasheet. Et là, normalement, vous regardez le joueur chercher son téléphone, son codex, son sac, le sac de l'adversaire, son livre de règles qu'il n'a pas amené. Ça c'est problématique. Non, c'est rigolo. Ouais, Mais lisez oui, votre mais lettre. bon. Donc du coup, si je souhaite devenir arbitre, je vais sur le Discord de la FEC, je contacte Goth, un entretien Yes. est fait. Les entretiens, ça va être sur... donc, il me semble que tu disais sur les connaissances générales du domaine compétitif et sur la manière dont il va chercher la méthodologie pour aller chercher les règles et répondre à une question. Alors, la plupart du temps, le premier entretien, c'est savoir qui vous êtes et pourquoi vous voulez être arbitre. Ok. Exemple, si vous dites moi je veux pouvoir dire à mes potes que c'est moi qui ai raison en tournoi, c'est le premier drapeau rouge où on va vous dire non, vous n'êtes pas là arbitre pour ça. Parce que le premier truc qu'on fait en étant arbitre, c'est vous dire ne répondez pas à une question parce que vous ne savez pas, cherchez-la. Et en plus, on est humain et il y a une pile de règles absolument infinie, Oui. donc vous allez sûrement vous tromper. Tout le monde va se tromper. Oui. Par Mais contre, bon, si ça, vous arrivez, si vous savez chercher et montrer aux joueurs, c'est pas mal. L'entretien, on vous explique ce qu'est la FEC, le rôle d'un arbitre, la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a des NREF, des arbitres, il y a des niveaux d'arbitrage, j'y reviendrai après. Donc on va faire tout ça. Après, le taf qu'il y a à faire et ce qu'on attend de vous si vous allez être arbitre. Et en fait, selon comment vous prenez toutes les informations, c'est là où on va vous dire vous êtes arbitre ou pas. Sachez que on va souvent être extrêmement content qu'il y ait quelqu'un qui devienne arbitre. C'est pas un mariage, c'est pas un travail à temps plein et si vous le faites pas, l'épée de Damoclès va vous tomber dessus. C'est vous le faites dans le maximum de vos capacités. On attend normalement d'un arbitre à ce qu'il fasse 2 events FEC par an, donc la plupart du temps c'est les events de ligue. Mais je vais prendre 2 exemples d'arbitres. Alors je ne vais pas les nommer, mais c'est facile. Il y a 2 arbitres qui font pas trop d'arbitrage, mais alors ils répondent à 80% des questions sur le Discord. Oui.
Donc on va pas leur demander d'arbitrer. Les mecs nous facilitent la vie et extrêmement bien. Voilà, donc c'est plus l'implication pour être sûr que tout le monde fait sa part du travail. Après, il y a des fous, genre Immortus ou moi, où on en fait 30 par an, mais c'est pas obligé. C'est-à-dire, on s'attend à ce que vous en fassiez 2. Pareil, si vous dites, ah, mais j'ai réussi à en faire un, mais le deuxième, je peux pas, j'ai eu un enfant, j'ai changé de travail, du bénévolat tranquille. On va vous dire, est-ce que tu as toujours envie d'être arbitre, machin, ton implication? Tu dis, oui, mais là, j'ai pas de souci. Vous nous dites, ah, mais là, j'ai un pépin, l'année prochaine, je pourrais pas être arbitre. Pas de souci, on te met en stand-by et quand tu reviens, hop, on te remet dessus. C'est du Ouais, bénévolat. pas Vous besoin rendez de des. repasser l'entretien. C'est ça. Ok. Une fois qu'on est arbitre, même du premier niveau, on reste arbitre, même si du moment qu'on prévient, bon bah là les gars, au niveau professionnel, ou alors je viens d'avoir un enfant et au final c'est des triplés. euh, Bah, j'y pense parce qu'il y en a plein là qui vont avoir des enfants, c'est le Bacchus. et, Voilà. et Et donc on après, peut être si mis vous en arbitrez pas stand-by. pendant un an, voilà, l'année d'après, vous repartirez à niveau, mais il n'y a pas de. Il n'y a rien qui correspond au niveau. C'est-à-dire, vous n'avez pas plus de droits ou moins de droits que vous soyez niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. C'est juste que pour nous, on parlait des niveaux. Les niveaux 1, c'est des padawans, c'est ceux qui sont en apprentissage. Donc, soit vous n'avez pas fait beaucoup d'arbitrage, soit vous en faites peu. Le niveau 2, c'est des gens qui arbitrent, qui ont déjà arbitré, qui savent ce qu'ils font très bien. Le niveau 3, c'est responsables arbitres, je sais plus comment, on appelle ça des référies. C'est ceux qui peuvent être choisis soit pour aller au WTC, soit en arbitrage internationaux, soit qui vont être organisateurs en même temps, ce qui veut dire qu'en fait, on a une palette de compétences plus grande qu'un arbitre. Et après, il y a les arbitres étoiles ou les headrefs, et je crois que tous les headrefs sont arbitres étoiles, et il doit y avoir Mathieu en plus. En même temps, Mathieu, il fait tous les Open aux États-Unis, donc l'arbitrage, il est carré. Ouais. Et les headrefs, eux, ils font soit l'IFAC, c'est eux qu'on contacte s'il y a des litiges et auxquels il faut qu'on puisse répondre. Comme ils ont vu plein de cas différents qui fabriquent les facs, alors là, les niveaux 3, on fabrique les facs aussi maintenant, mais ce conseil des headrefs garantit que la façon dont est géré un cas est la même à chaque fois. C'est-à-dire que moi, si je dois gérer un cas en bas de chez moi, pour être sûr que, si c'est un mec que je connais depuis longtemps, avec qui on a un passif, pour être sûr que la réponse sera la même, quel que soit le type, on va prendre le conseil des headrefs. Comme ça, on est marche. Voilà, donc voilà les 4 niveaux. Et si vous êtes niveau 2, ça va très bien. Si vous êtes niveau 1, ça va très bien. Juste un truc, on ne dit jamais quel est le niveau d'un arbitre en tournoi. Ok. Parce que sinon, si vous dites le niveau 1, ben moi je veux l'autre. Ouais. C'est pas de l'arbitrage à la carte. Vous pouvez très bien demander un autre avis arbitral. La personne va vous dire, ben moi je suis en formation donc je ne sais pas. Mais par principe, un arbitre, c'est un arbitre. C'est-à-dire s'il vous donne une réponse qui vous dit, c'est écrit ici, c'est la réponse officielle. Si vous allez chercher un autre arbitre, soit faut vraiment être sûr que ce soit ça que vous vouliez, ou vous pensez qu'il ne vous a pas donné une bonne explication. C'est très rare que ça arrive, mais quand on vient me chercher pour répéter la même chose que ce que le premier arbitre vient de dire, ça se passe pas bien. C'est ça. Et c'est tout dépend de comment la question est posée. Pour éviter toute discrimination. C'est juste pour éviter de faire perdre le temps des arbitres parce qu'on a plein de choses à voir. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le premier, il ne faut pas aller voir si le deuxième est plus d'accord que le premier. Déjà parce que l'intégrité de l'event dépend du fait que vous faites confiance aux arbitres présents. Et si vous remettez en cause la totalité de ce que l'arbitre vous dit, on ne peut pas travailler. Enfin, on peut pas faire d'arbitrage. Et donc, le refus de décision arbitrale, c'est lourd. Ouais. Voilà. Par contre, reposer la question en disant « je suis pas sûr d'avoir compris » ou « c'est quoi le texte » ou « est-ce que je peux demander à un autre arbitre ?» La réponse est « oui, bien sûr ». Si l'autre arbitre vous dit la même chose, tu dis « bon, d'accord ». Si les deux arbitres sont en train de se planter complètement, et bien sur le coup, vous faites avec. Après coup, vous pouvez demander à ce qu'on revoie la décision arbitrale. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, ça peut remonter. C'est pas un souci. On n'est pas là. Le but, on n'est pas là pour mettre des cartons, on n'est pas là pour mettre des sanctions. On est là pour faciliter le jeu. Si vous trouvez qu'on facilite pas le jeu et qu'on vous empêche de jouer, qu'il y a un pépin, c'est pour ça qu'on est plus nombreux. C'est pour ça qu'il faut appeler les arbitres. C'est pour ça que souvent, quand on vous répond en tant que corps arbitral. Parce que ça m'arrive tout le temps d'arbitrer, d'aller poser la question sur le WhatsApp arbitre, de dire on est bien sûr que c'est comme ça que ça marche.
Ouais, parce que j'ai cru comprendre aussi que c'était possible aussi d'avoir, si jamais vous n'avez pas forcément d'arbitre de dispo pour un événement, d'avoir un arbitrage en ligne. Alors, ce qu'on fait, exemple, vous faites un arbitrage, vous n'avez pas d'arbitre, on n'a pas pu venir, il y a un pépin ou vous êtes loin, enfin bon. On fait un WhatsApp entre les orgas et les arbitres disponibles sur le week-end. On est toujours dispo. Souvent, celui qui arbitre se met dessus, parce que quand on est déjà en train d'arbitrer, voilà. Et quand vous avez une question, vous posez sur le WhatsApp et on répond. Si vous avez vraiment un litige, on répond au téléphone. Ok. Donc en tout cas, Alors, par contre, ne nous appelez pas pendant les horaires de tournoi. On répond sur Discord quand il y a quelqu'un qui fait une partie TTS, mais si vous m'appelez à 2h du matin au téléphone, je ne répondrai pas. Et je pense que parce que les joueurs... Non mais attends, parce que les joueurs ont ton numéro du coup, pour ceux qui participent à l'event, ou c'est que les orgas? Il y a deux façons de faire. De temps en temps, on fait un WhatsApp global et où les joueurs peuvent appeler, ce qui veut dire qu'en fait, ils mettent un message sur WhatsApp en disant « J'ai besoin d'un arbitrage table 36 ». On y va. Normalement, on le coupe très vite après. C'est-à-dire qu'on fait disparaître ce truc-là. Voilà. La plupart du temps, c'est juste que certains joueurs commencent à avoir mon numéro de téléphone. Et donc, soyez juste courtois et correct et appelez pendant des horaires corrects. Ou alors, vous posez une question sur Discord. Et quand on est debout, on répond. Je ne dirai qu'une chose, faites comme ma règle sur le serveur Discord, soyez gentil. Ça vous aidera dans la vie de tous les jours, d'ailleurs. Voilà. Je pense qu'il est déjà parti, mais bonne journée d'Akazone. Donc, lorsqu'on a passé cet entretien, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un examen? Est-ce que... Non, pas du tout. Il n'y a absolument pas d'examen. La plupart du temps, donc surtout, ça va vous ouvrir des droits Discord. C'est-à-dire qu'on va vous donner le drive arbitre, donc accès au WhatsApp, à tous les documents arbitraux. Ils sont tous publics, donc il n'y a rien de caché. Le seul qu'on ne met pas en public, c'est la liste de qui a pris des sanctions. Parce qu'il y a beaucoup d'arbitres qui jouent et c'est pour éviter qu'on ait des informations qui pourraient nous changer notre façon de jouer par rapport à tel ou tel joueur. Donc les sanctions ne sont pas publiques. Sinon, tout le reste des documents est public. Comment mettre une sanction, comment faire un tournoi, enfin voilà. On vous ouvre les droits du Discord, comme ça vous voyez tout le drive arbitre avec les débats de règles, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, telle ou telle question et comment ça se gère. Et on vous ouvre le document de demande de soutien arbitral. Ce document, c'est ce qu'on remplit en permanence. Dès que vous nous appelez pour avoir un arbitre, on met votre tournoi dedans. Il y a 3 pages. On a une page tournoi, on a une page ligue et on a une page ligue solo. Et en fait, on met les dates dès qu'on les a et on demande aux arbitres d'aller regarder. Et on fait des rappels. Et après, vous, selon vos capacités, vous allez vous inscrire sur tel et tel tournoi. On n'est pas limité, c'est-à-dire que si c'est dans votre ville, si vous êtes 12 arbitres le même jour, allez-y. Faut voir avec l'orga, parce qu'il va vous nourrir quand même, donc il faut quand même prévenir l'orga qu'il va falloir qu'il sorte 12 sandwichs. Et on est plus limité par l'argent. C'est-à-dire que si vous habitez à Brest et que vous voulez aller arbitrer à Nice, on va vous dire que non, il vaut mieux prendre un arbitre qui va coûter moins cher pour aller plus près. Oui. Après, si c'est le seul de dispo à ce moment-là. Exactement. S'il n'y a pas d'autre choix et que le mec il me dit « moi ça me dérange pas, de toute façon je vais voir ma belle famille, machin, je peux y aller », on mutualise les dépenses. À Paris, par exemple, je sais que les arbitres qui me disent j'ai rien à payer, en fait, je viens et j'ai eu 5 balles. L'argent qu'on va gagner là-dessus, on va l'utiliser pour justement le tournoi qui est un peu loin et pour pouvoir rembourser l'arbitre et lui payer l'hôtel pour qu'il puisse aller arbitrer plus loin. Ok. Donc ça, il y a ça. Il y a un secrétaire du coup pour le trésorier sur la gestion des différents budgets, pour le coup. Oui, c'est ça. Donc ça, on pourra regarder plus tard, mais la plupart du temps, vous posez pas la question de savoir si ça vaut ou pas en disant « moi je peux y aller ». Et soit on vous dira « non, c'est trop loin, et puis on en a déjà, écoute, ils sont déjà 4, c'est pas possible ». Mais si on appelle, on a malheureusement eu le cas une fois, je crois que c'était en Ligue Centre, cette année où les 2 arbitres dispo ont eu un pépin de 10 jours avant, et personne n'était disponible parce qu'on avait des solos en même temps, et donc tous les headrefs n'étaient pas dispo. Et moi j'étais dispo, mais ça me faisait 11 heures de voiture.
c'était loin. Donc j'ai pas pu y aller. Mais normalement, on va pas vous dire non. Si vous proposez d'arbitrer, ça nous est arrivé par exemple de dire, moi je suis désolé, je suis libre que le samedi matin, mais je pourrais arriver qu'à midi. Mieux midi que rien. Vas-y quand même. Voilà. Vous vous occupez pas du budget. C'est moi ou un headref qui va vous dire oui, tu peux y aller ou non, il y en a trop. Voilà. Donc ce serait bien d'avoir un arbitre du côté de la Ligue Centre. Alors, je te garantis que comme on n'en a pas eu à l'aller, on va faire beaucoup d'efforts pour être sûr qu'on en a en retour. Non, je dis ça parce que je suis de la région Centre. Écoute, appelle God si tu veux être arbitre. On verra. J'ai une très bonne question de Franck Brusset sur le chat. Est-ce qu'avec la généralisation des outils numériques Discord plus smartphone, les joueurs de tournoi sont plus autonomes qu'auparavant? Ou est-ce qu'ils n'ont pas le réflexe d'utiliser le forum question de règles du Discord de la FEC, par exemple, pendant les tournois? Alors, pendant le tournoi, c'est pas vraiment l'outil particulier d'aller chercher sur Discord. C'est plus quand vous faites votre liste ou savoir comment une règle se passe. Si vous appelez si vous êtes au point sur une règle et que vous lisez la datasheet, si vous appelez un arbitre, c'est que vous avez un litige ou vous n'êtes pas d'accord avec votre adversaire sur comment jouer une règle. Et là, quoi qu'il arrive, genre le plus simple, en disant je te tire dessus, je suis pas sûr que tu me vois, arbitre. On n'est pas. Moi, je pense que je vois, lui, il pense que non. Qu'est-ce que c'est? L'arbitre il regarde, il dit je suis pas sûr, donc non. Ok. Hop, on passe au truc d'après. Ça vous permet d'être sûr et certain de jamais avoir de problème. Genre par exemple en phase de tir, tu dis là je pense que je vois pas, tu fais attends, j'appelle l'arbitre, je vais tirer avec l'unité d'à côté. Ou alors moi ça m'arrive souvent en disant je te vois, tu dis je suis pas sûr, ok, on passe à autre chose. Mais vous pouvez, ça peut être vraiment dépendant de votre partie, vous voulez un arbitre à la table. La plupart du temps, je crois que j'ai vu passer un truc là, les joueurs ont peur de perdre du temps à appeler des arbitres. Ça peut arriver si vous avez un Ouais, tournoi à par 200 joueurs rapport et à que la l'arbitre va cloque. faire autre chose par rapport à la cloque. Au cas où sur la cloque, il est interdit de mettre pause, D'accord. toujours. Si vous avez un pépin et que vous devez aller à l'hôpital, bon, on fait autre chose, mais vous avez un pépin et il faut faire quelque chose, l'arbitre de toute façon va venir voir et va voir s'il y a besoin de faire quelque chose. Rajouter du temps, comprendre, décaler la partie, enfin, il y a plein de choses à faire. Il faut toujours appeler un arbitre. Normalement, maintenant, en plus, on est une soixantaine en France. Sur les gros tournois, on est plusieurs. Là, vous voyez, on va être 4 sur un tournoi à 100 personnes. Ça veut dire qu'on est un arbitre pour 10 tables. C'est énorme. C'est très rapide de venir. N'hésitez pas à appeler un arbitre avant que le problème commence à se poser. Je parle pour les tournois solo. Pour les tournois en équipe, c'est là où le coach est ultra important parce que le coach, lui, peut venir vous poser des questions hors de la table. Comme ça, en plus, il peut dire le joueur a fait ça, le joueur a fait ça, moi je pense que ça et machin, ils vont peut-être arriver à tel problème, comment ça va se passer. Lui, il n'aura pas le droit de donner la réponse, mais il peut commencer à vous avertir de tel ou tel problème, ou s'il y a une tension qui monte sur une table. Et donc, ça permet de fluidifier les parties. Mais de toute façon, si vous savez qu'il faut appeler un arbitre et qu'il y a ça, attendez pas le dernier moment. Parce que, en fait, vous allez attendre que l'arbitre arrive. Si l'arbitre est en train de gérer un autre problème du même style ailleurs, il va mettre 1 ou 2 minutes à arriver. Vous perdez 1 ou 2 minutes. Il vaut mieux se dire, ça, exemple, vous chargez, vous comprenez que le joueur adverse n'a pas lu du tout la fac pour charger à travers les murs. Vous savez qu'il est pointilleux. Appelez l'arbitre avant la phase de charge, pendant qu'il est en train de tirer. Et vous lui dites quand il arrive en disant je finis de tirer mais je vais avoir besoin de toi parce que là j'ai envie de charger. Donc reste là 2 minutes, je finis, voilà la dernière unité, là je vais charger, je vais faire les trucs et il faut que tu dises à mon adversaire que ce que je fais c'est dans les règles. Oui. C'est pratique, ça nous permet nous de faire de la pédagogie et d'arriver en disant ce qui se passe, pourquoi, de questionner l'autre joueur en se disant pourquoi il nous appelle à l'avance en pensant qu'il va y avoir un problème. Et en fait, si on voit les problèmes avant et qu'on peut commencer à expliquer avant et expliquer à l'autre joueur que c'est bien les règles et qu'il n'essaye pas de l'enfler, mais il essaye de l'aider à faire du mieux possible, ça fluidifie les parties. Ça marche. Merci Obira pour le raid et bienvenue au Raider. Bienvenue. Bonjour.
Donc pour ceux qui viennent d'arriver au niveau du raid, donc pour les raiders, nous sommes donc en compagnie de Babel Ben, qui est peintre professionnel, arbitre de la FEC et trésorier de la FEC. Et du coup, on discute sur comment devenir un arbitre, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'arbitrage dans les tournois, etc. Voilà. Donc, avec tout ça, je me suis donc présenté sur Discord, j'ai contacté Goth, il y a eu l'entretien. Ensuite, du coup, je passe niveau 1, j'ai des accès aux différents drives arbitrage. C'est ça, c'est ça. Si je souhaite monter de niveau, comment ça se déroule? Alors, le premier truc, souvent, ce qu'on fait, c'est que si vous êtes niveau 1, on va vous inviter à aller arbitrer ou à aller passer sur un tournoi. Faut pas hésiter à, si vous savez que vous pouvez pas arbitrer mais que vous êtes coach, faut pas hésiter à aller coacher et aller suivre l'arbitre. Et le but du jeu, on va d'abord vous faire arbitrer. Le principe du Padawan, c'est pas qu'il est moins bon que les autres, c'est juste qu'on vous fait jamais arbitrer tout seul. Comme ça, enfin, on essaye, parce que des fois, il n'y a pas assez d'arbitres, donc on n'a pas le choix. Mais comme ça, vous apprenez avec quelqu'un qui a déjà fait de l'arbitrage. Donc au moins, il va vous simplifier, il va vous diriger pour les premiers. Le but, pour monter de niveau, en fait, vous allez faire des arbitrages. Il suffit d'aller arbitrer. Au bout d'un moment, comme les headrefs font du bon taf et que même entre nous, on se pose on appelle pour savoir comment ça se passe. Moi, par exemple, je suis responsable de. Enfin, dans pas longtemps, on va faire un truc qui s'appelle des ARC. C'est arbitre régional en chef. C'est Oui. juste pour, si on est nombreux, pour éviter que God, qui fasse tous les entretiens, se fasse aussi tous les entretiens annuels, les débriefs de tournois, que Immortus fasse pas tout. Donc en fait, on fait un peu une partie de ça. Comme ça, on peut dire, ah ben, il y a Bidule qui est allé arbitrer à un coin où je vais d'habitude. Je l'ai appelé le lundi pour savoir comment ça se passait. Et je pense qu'il y a un peu plus. J'appelle un headref et il voit. Donc c'est ça. Donc déjà, vous faites des arbitrages. À partir d'un moment, quand les headrefs vont voir, hey, c'est super, t'as fait plein d'arbitrages, tu t'en sors bien et tout, tu passes niveau 2. Et dans ce cas-là, quand vous allez arbitrer, vous n'avez juste pas besoin de chaperon la prochaine fois que vous allez arbitrer. Et c'est pareil pour le niveau 3, le niveau 4. Enfin bon, pour passer En niveau fait, 4, faut être headref. on évolue sur l'expérience. Je pense qu'arriver à un certain niveau, il y a aussi l'investissement au sein de la FEC. Alors, l'investissement, alors c'est particulier pour nous qui sommes au bureau parce que C'est via parce les qu'on est des élections. fous furieux et qu'on fait ça tout le temps. On vous demande pas forcément d'être investi autant que nous. Enfin, je comprends, je fais 4 réunions en FEC par semaine. J'ai souvent des calls avec les équipes le vendredi parce qu'il faut gérer des problèmes. Il y a mon équipe à moi, il y a d'autres équipes qui me posent des questions, donc on est à fond dedans. On comprend, c'est du bénévolat. Vous avez un autre travail, vous avez des enfants, vous avez des trucs, vous avez envie de jouer. C'est pas une obligation d'arbitrer en permanence pour monter de niveau. Pas du tout. Si vous faites juste du bon boulot, très bien. Souvent, entre le niveau 2 et le niveau 3, vu que vous allez vous occuper d'organiser et de parler avec d'autres arbitres, c'est parce que vous avez le temps de le faire. Moi, j'ai un pote qui arbitre super bien et qui me dit, moi, j'ai 2 arbitrages à faire, je peux pas faire plus. Un petit peu de tournoi et 2-3 réponses à côté, mais ça me prend trop de temps. Pas autre chose. Il n'a pas envie de passer niveau 3, c'est pas un souci. Tu as le niveau, parce entre le 2 et le 3, c'est plus un problème d'orga. C'est juste que c'est lui qui décide ce qu'il a envie de faire avec son temps libre. Si vous voulez absolument passer niveau 3 parce que c'est votre truc, ça veut dire que vous organisez des tournois tous les week-ends, vous répondez en permanence, vous êtes déjà impliqué au niveau local. Donc de toute façon, ça va se faire tout seul. Mais souvent en arbitrage, tu ne deviens pas arbitre pour devenir arbitre référent, quoi. Alors si ton rêve c'est de devenir arbitre au WTC par exemple, Oui. Ou à l'international, bah souvent tu vas d'abord être arbitre en bas de chez toi et tu vas aller au WTC, tu dis je suis pas payé, j'étais à côté, j'ai des potes qui viennent, mais par contre j'aimerais bien arbitrer. Tout le monde va te dire oh oui bien sûr, super nickel, prends un coca, viens avec moi, et il y a n'importe quel arbitre va vous apprendre des trucs. Vous allez voir Jay ou Lim au WTC. Voilà. Par contre, il faut parler anglais. Oui, c'est ce que j'allais dire. Au niveau de l'anglais, voilà. Mais si vous voulez devenir arbitre international, aucun problème. Déjà arbitrer en local, arbitrer des tournois un peu plus gros, et des ligues, et du tournoi en équipe. Et après, si vous voulez aller arbitrer partout, aucun souci.
Ça marche. Donc du coup, c'est souvent par l'expérience qu'on va évoluer et ensuite, il y a une petite forme d'investissement, mais juste à la hauteur de ce que peuvent donner en fait les gens. Car c'est vrai que si vous n'êtes pas professionnel, c'est-à-dire que vous n'êtes pas salarié, vous n'êtes pas payé pour ça, ça Nope. reste un hobby en fait, quelque part. C'est aussi le plaisir de partager. Je ne sais plus dans quelle vidéo je parle justement. Je crois que c'est dans celle qui vient de sortir aujourd'hui. Ou celle de la semaine prochaine. Je sais plus. Bref, en tout cas, je fais un laïus sur le fait que les arbitres ne sont pas professionnels. Ils font ça sur leur temps libre. Et en gros, c'est du temps libre qu'ils offrent à la communauté. Oui, voilà, ouais. Je parle en fait des personnes, par exemple, qui viennent poser une question sur le Discord, qui ne fournissent pas les documents pour les règles ou autres. Du coup, tout le temps, les arbitres disent est-ce que tu peux fournir justement les documents nécessaires à la question Et là, pas de réponse. Et là, tu fais mec, tu viens poser une question, les arbitres t'offrent du temps libre, tu ne réponds pas à leurs questions 2 semaines plus tard. Alors, souvent, il y a deux types de personnes qui posent des questions en ligne. Il y a les gens qui posent des questions parce qu'ils pensent qu'on est une machine à répondre et qu'on répond tout de Mm. suite et qui veulent tout de suite, je suis en train de jouer, pourquoi est-ce que je perdrais du temps? Je vous rappelle que vous n'êtes pas des clients, vous faites partie de la communauté au même titre que tout le monde. Et donc, en fait, il ne faut pas s'attendre à recevoir un service après-vente de client. C'est ça. Donc, ça nous énerve souvent. Mais la plupart du temps, on vous demande les documents. C'est pour éviter de se planter. Mm. C'est pour, si moi je réponds, il y a un autre arbitre qui va venir regarder. Alors, soit il le dit tout de suite en disant attention, il y a une fac. Tu dis ah ok, merci. Ou il t'appelle en disant t'es sûr que c'est comme ça que ça se fait? On en discute à côté. Et souvent, vous allez voir une réponse. La réponse disparaît. Et après, ça revient en disant bah alors, on en a discuté avec les arbitres. En fait, ça marche pas comme ça. Et la plupart du temps, c'est surtout qu'on est au téléphone, souvent en déplacement, on est déjà en train d'arbitrer. Et si vous nous posez une question, j'ai pas tous les documents. Je ne peux pas m'arrêter de faire tout ce que je suis en train de faire pour vous poser la question. Alors que si j'ai 3 minutes dans le train, dans le tram, et que vous avez tous les textes, toutes les sources, je peux vous répondre. Et puis moi, mon grand exemple, c'est souvent si quelqu'un pose une question sur la réserve, qu'est-ce qu'il entend par réserve? Est-ce qu'il parle de la réserve de la frappe en profondeur? Est-ce qu'il parle de la réserve stratégique, qui est un domaine De la zone de très réserve, pas défini? une réserve. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un des problèmes souvent que je peux avoir dans des questions, c'est qu'est-ce que tu entends par réserve? Donc, fournis les documents, déjà, on aura un cadre. Donc voilà. Donc faites-le et merci Joker. Donc c'est pour le public, c'est la vidéo de la semaine prochaine où je fais ce petit laïus et je parle justement de la chaîne Twitch de la fake. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans le titre de ce live Twitch. J'ai mis le arrobase fake avec, comme ça vous avez juste à cliquer dessus et vous aurez accès à leur chaîne Twitch et je vous y encourage. Moi j'y traîne quand il y a des lives et que je suis dispo. C'est le Euh, début, hein, on en a c'est fait ça, deux. Hein. On s'est dit qu'il fallait c'est qu'on ça. fasse une chaîne Twitch. Parce qu'en fait, on est souvent dépendant pour passer des infos de Heavy. Heavy a Ouais. énormément de choses à faire. Et Mm. donc, de temps en temps, quand il faut qu'on passe des infos, on s'est dit, tant pis, on va faire une chaîne Twitch. On fera jamais ni méta, ni review, ni partie, ni étude de liste. Parce que c'est pas notre taf. On fera souvent des comment ça marche un organe, un arbitre. Qu'est-ce qui se passe avec l'équipe de France ou Atlanta, ou voilà. Et est-ce que vous avez des questions de règles? Il y a une nouvelle fac, on va vous répondre. Voilà, ça sert qu'à ça. Une question d'Ézéchiel. Est-ce qu'il faut être majeur pour devenir arbitre? Alors, je crois que non, mais par contre, vous devez avoir une autorisation parentale. Parce que c'est l'utilisation d'Internet, c'est avec autorisation parentale. C'est l'utilisation du Discord, en fait, qui va Ouais. vous obliger à ça. Pour des problèmes de RGPD, comme on garde certaines données, il faut une autorisation parentale. Sinon, on ne peut pas garder vos données. C'est pas légal. Mm. La plupart du temps, c'est parce qu'on garde nom, prénom, votre numéro de téléphone et votre mail. Je crois que c'est la totalité de ce qu'on a. Alors, de temps en temps, il y a votre adresse parce que quand on va vous envoyer les t-shirts arbitraux ou si on doit vous envoyer un truc, c'est rare.
il pourrait y avoir ça, donc il faut une autorisation parentale. Et après, la présence sur les tournois, ça dépend des orgas. Voilà. Mais nous, l'assurance générale de la FEC couvre le fait qu'un bénévole de la fédération vienne sur le tournoi si vous arrive un pépin. Pareil, quand vous allez vous inscrire, il faut une autorisation parentale. Donc voilà, pour Ezekiel, c'était une bonne question. N'hésitez pas dans le chat à poser des questions. Là, je pense qu'on a fini avec l'aspect comment devenir arbitre. Oui. Une petite question transversale par rapport à ça. Quel en gros est le niveau d'arbitrage, en tout cas des personnes au sein de la FEC, qui sont en lien directement avec le WTC ou Games Workshop pour avoir une harmonisation des règles? Alors, pour vous donner une idée, la seule personne de la FEC qui est en lien direct avec Games Workshop, c'est Mathieu, mais d'un point de vue orga. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lien direct avec l'équipe de règles. Le seul lien qu'on a direct avec l'équipe de règles, c'est le même que vous. C'est envoyer un message à FAC, je sais plus comment c'est, FAC GWC ou @GWC. Vous l'avez sur tous les sites de Games Workshop. On n'a pas de lien direct avec eux. On leur envoie des choses. Les gens qui leur parlent en direct, et là c'est en train de changer, c'est le headref du WTC, ou certains headrefs, ou, exemple, quand on a eu le problème de la Deathwatch, Mathieu en réunion a dit « Est-ce que vous savez ?» Donc en fait on leur passe, ils savent. Et en fait c'est eux qui nous demandent s'il y a quelque chose. Quand je dis « ils nous demandent », en fait ils demandent à Mathieu. C'est-à-dire nous on donne nos infos à Mathieu. Mathieu a un NDA avec Games Workshop, donc mais la plupart du temps, il n'a pas d'infos, enfin, il n'a pas les codex en avance, c'est pas la peine de lui demander. Il a des infos d'orga en avance. Et en fait, on peut faire ça. C'est Games Workshop, c'est à leur initiative, ils ont un call toutes les semaines avec tous les orgas du monde pour leur dire on fait ci, on fait ça, ça va se passer comme ça. C'est très descendant. C'est-à-dire qu'en fait, tu allumes ton Discord, tu as une information qui te tombe. Si tu as vraiment un truc important, tu peux leur remonter, tu leur envoies un message. Et voilà. Sinon, pour la FAC WTC, les arbitres qui sont en call avec eux, alors c'est ceux qui étaient au WTC l'année dernière. Donc dans le pack, il y a presque tous les headrefs. Et après, il y a 2 ou 3 arbitres niveau 3 parce qu'on y était et qu'on a une facilité avec de l'anglais. Je pense à LRM par exemple, qui est en communication avec des équipes internationales et qui est très pointilleux sur pourquoi il y a une règle qui interagit avec l'autre. Donc en fait, il a une facilité juste à aller demander en disant hey, j'ai vu un truc, on l'a écrit dans la fac la dernière fois, je suis pas sûr que ça marche comme ça. Et donc en fait, on a le Discord du WTC où on peut aller poser des questions. Où on est là pour les réunions pour fabriquer la fac. Ok. Non, pour moi, de mon côté, au niveau de ce qu'il faut faire pour l'arbitrage, un peu des liens entre la FEC, Games Workshop, WTC, c'est plutôt clair. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions par rapport à ça, à l'arbitrage. Et je te propose de passer plus sur un côté réponse à des questions de règles, potentiellement. Et moi, ma première question, c'est est-ce qu'à cause de connards de créateurs de contenu qui discuteraient sur les règles, est-ce que du coup vous chopez des questions où vous devez, de nombreuses questions à cause de ça? Alors, je parle de moi, bien sûr. Ah oui, parce que je me souviens la fois où quelqu'un qui dit ouais mais Bijan il a dit des trucs. Alors, les créateurs de contenu, alors il y en a qui font n'importe quoi, c'est pas toi. D'accord, merci. Mais la plupart du temps, c'est pas un problème parce que ça crée une ah bon ça marche comme ça et on a une flopée de questions. Le problème de temps en temps, c'est des trucs qui passent sans faire attention. Je repense à un créateur de contenu qui avait fait des parties et qui disait, ben là, vous voyez, je suis collé au mur de l'extérieur, donc je vois à travers le mur. Le nombre de problèmes qu'on a eu, je me suis dit, mais il a dit de la merde. Je suis allé voir la vidéo. En fait, non. Juste que ce créateur de contenu avait fait une partie en format UKTC, parce qu'il allait à l'UKTC. Ah, oui. Et en format UKTC, la zone de terrain était des 2 côtés du mur. Et donc, le terrain disait pas, mon premier étage est fermé, ce qui est le cas au WTC. Et donc, il avait bien raison. Quand il était dans la zone de terrain,
il voyait à travers la zone de terrain. Et il y avait une fenêtre. C'est juste que personne n'a suivi. Donc on en a eu un paquet comme ça. C'est pas grave. Je préfère que les créateurs de contenu fassent des parties et se trompent et créent des questions. Je comprends que quand tu fasses une partie en ligne, alors monter encore plus que juste un TTS, t'as pas du tout envie de passer 2h30 à ce qu'un arbitre vienne t'expliquer pourquoi, comment, répondre à toutes les questions de règles. Donc, vaut mieux faire la partie, vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui dise « Attendez, vous êtes sûr que c'est comme ça que ça marche ?» Et on continue et on passe à autre chose. Tout le monde se plante, même les arbitres. Surtout les arbitres, parce que quand on joue, on a la tête dedans. C'est ce que je dis souvent. Je balancerai personne, mais j'ai même chopé Immortus à se tromper. Ça arrive pas souvent. Ouais. C'est ce que je dis souvent. Il y a tellement de règles que c'est facile en fait de se tromper ou juste même d'oublier. Je sais pas, moi, par exemple, mon avant-dernière vidéo, pas celle qui vient de sortir, mais l'autre, dans la règle des gros calibres, j'oublie de lire la note de designer. Et vu que quand j'écris mes vidéos, je suis en mode œillère et je reste sur ce que j'ai envie de faire, bah je mets de lire et de me rappeler que, effectivement, quand tu es engagé contre un monstre ou un véhicule, alors que toi-même tu n'es pas monstre ou véhicule, bah si t'as pas de pistolet, tu peux pas leur tirer dessus. Et oui. Voilà. Parce que... Mais c'est... pareil, on oublie souvent qu'un monstre ou un véhicule peut tirer en dehors du corps à corps. Et qu'on peut le prendre pour cible. Enfin, il y a plein d'occurrences comme ça. C'est ça. Moi, pas. Là, en ce moment, le truc qui m'arrive le plus souvent, ça fait 2 fois que ça m'arrive, j'ai des artefacts de la V9 qui restent. Là, le dernier truc, j'étais persuadé qu'on ne pouvait pas remonter dans un véhicule qui était au corps à corps. C'est un artefact de la V9. Oui. J'ai mis une demi-heure à chercher partout. J'étais persuadé que c'était dedans. Pas du tout. Bah, surtout en V9, on pouvait pas. En V10, on peut. Et surtout qu'en plus, voilà, tous ces artefacts, ça arrive souvent même aux anciens jeux, enfin, j'ai envie de dire les vieux joueurs, en fait, à partir du moment où vous avez connu l'avant V10, par exemple, et puis ceux qui connaissent en plus depuis la V2 comme Manolo et moi, bah forcément, à travers toutes les versions, le nombre d'artefacts qu'on peut se taper, bon, ça va, on lance pas de dés d'armes d'enraillement, ça c'est fini depuis longtemps, on le sait, mais on a des artefacts comme ça. J'ai encore des dés de tir soutenu et des dés de dispersion. Je suis vieux. Ouais. J'ai manqué sur la fac WTC. On va pas forcément parler des facs en soi. Est-ce que la non-harmonisation des règles est un frein pour l'adhésion au jeu pour les nouveaux joueurs? Règles World. Alors, oui, ça, c'est un bon exemple. Les règles, l'espèce de fac des Worlds qui était sortie pour Atlanta, qui n'était du coup pas prise en compte, en tout cas, j'ai pas envie de dire pris en compte, j'ai envie de dire pas mis dans le corpus de toutes les règles acceptées par la FEC et mises en place. Et donc du coup, il nous parle règles World, les solos, le WTC, l'ITC, on peut même, bon, il rajoute etc. et le UKTC. Alors, on va prendre l'exemple de Atlanta. La délégation française qui ne joue quasiment que avec le format WTC avait des problèmes en V8 et en V9 parce que les règles n'étaient pas du tout les mêmes. Beaucoup. Ah, je pense que j'ai eu un... Ah ouais. En fait, vu que je suis malade, je tousse, donc je me mute et sur le stream et sur le Discord pour pas t'exploser les oreilles. Et en fait, le mute est à côté du déconnecté. Bien joué. Voilà. donc le truc de la fac, donc ça posait des problèmes en V8 et en V9. La V10 a été écrite par Games Workshop avec des orgas de tournoi. Et Games Workshop, depuis qu'ils ont cette espèce de groupe avec les TIO là, ont décidé d'harmoniser. Exemple, la dernière fac sur les charges prend une règle Games Workshop parce que Games Workshop ne veut pas de house rules, de règles maison, pour qu'on soit tous avec les mêmes règles. Ce qui veut dire que maintenant, les décors
WTC ont la règle barricade. Ok. Et ça règle les problèmes. C'est-à-dire que y a un truc, c'est vous avez une portée de 2 pas quand vous chargez. Bon, il y a plein de cas et il y a plein de limitations, mais donc on a fait ça parce qu'on a dit à Games Workshop, nous, on veut pas qu'on crée des situations dans lesquelles je vais empêcher mon adversaire de jouer en prenant avantage d'un petit coin en disant j'ai 1,1 mais ton socle il fait 1,2, tiens tu peux pas passer donc tu peux pas me taper dessus et je gagne la partie. Nous on a dit non, on veut pas bloquer. Et maintenant les occurrences de jeux différentes entre le WTC et un autre format sont très rares. Mais prenons Atlanta ou l'UKTC, Games Workshop décide de ne pas faire des facs toutes les 5 minutes. Parce que y a les joueurs casus, et les joueurs casus, ils n'ont pas envie d'aller sur le site de Games toutes les semaines pour savoir si leurs règles sont toujours les mêmes. Et donc, ils ont dit, nous, on va faire des facs quand on en a besoin à la sortie du codex, ou tous les 6 mois, ou vraiment s'il y a un pépin. Par contre, de temps en temps, il y a une règle qui sort, qui est légale, et Games n'a pas eu le temps de le faire, et on a besoin d'une réponse. Donc, soit l'AFEC, le WTC ou l'UKTC trouve une solution, on s'appelle. Moi, je connais l'arbitre de l'UKTC qui, de temps en temps, a dit là, je vais être obligé de jouer ça comme ça. Souvent, il y a le format des décors. C'est-à-dire que l'UKTC, on ne va pas lui dire en fait, les règles, elles sont comme ça, donc s'il te plaît, tu vas jeter tes 1000 décors et tu vas les racheter. Donc lui, il dit non, moi, j'ai des décors fixes, donc il faut que j'ai une réponse pour mes décors à moi. WTC, c'est pareil. Ou alors, Atlanta, c'est-à-dire que les organisateurs d'Atlanta avaient besoin d'une réponse à un temps précis. Et l'équipe de Règle Games a dit j'ai pas envie de vous filer une. Enfin, je sais même pas comment ça s'est passé, mais je pense qu'on va pas vous filer une règle maintenant où on n'a pas de réponse tout de suite parce qu'on est en train d'y réfléchir, où il faut qu'on prenne notre temps. Et les mecs ont dit on fait comme un orga de tournoi. À notre tournoi, c'est telle règle. Alors, c'est particulier parce que c'était Games Workshop. Mais Games Workshop a dit le tournoi d'Atlanta, on fait une règle parce qu'on a besoin de répondre à un trou dans la raquette. Et ils ont fait comme tout le monde. Et l'avantage, c'est que, comme tout le monde, ils ont dit on s'en sert là. On leur a remonté est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et à la fac d'après, ils ont dit ça, on le garde, ça, on le prend pas. Ok. Donc, il y a quand même un aspect très, très descendant de la part de Games, sauf dans les moments où eux-mêmes sont bloqués pour répondre à une question. Où là, du coup, ils vont se référer à tous ces orgas avec qui ils sont en contact pour avoir un retour et ensuite, j'ai envie de dire, piocher dans ce qui les intéresse. Il faut se rappeler que c'est leur règle, c'est-à-dire que nous, on est là parce qu'on répond à un besoin de la communauté. Si demain, Games Workshop fait un groupe d'arbitres, j'en rêverais, en permanence pour pouvoir répondre à toutes les règles et faire un truc ultra carré, on sera toujours là, mais on aura moins besoin d'écrire des facs, puisqu'en fait, elles existeront déjà. Mais c'est leur jeu. C'est-à-dire que s'il y a un moment donné, alors j'ai pas d'occurrence là, mais on a écrit un truc en fac WTC, le head ref du WTC nous a dit « Hey, j'ai vu tel ou tel arbitre pendant que j'arbitrais, et on a parlé de cette règle-là. » Il m'a dit « Mais c'est pas du tout comme ça qu'on a pensé la règle. » Et en fait, ils ont modifié le wording, et donc en fait, ils nous corrigent, nous, en disant « C'est pas comme ça que ça doit marcher. » C'est leur règle. C'est leur règle, c'est eux qui savent comment ça doit être fait, et on ne doit absolument pas dire « Ah, mais moi, j'aime pas cette règle-là, donc je vais la changer. » C'est pas notre jeu. En plus, quand ils nous répondent à une question ou de temps en temps, dire « Ah, mais pourquoi ça, c'est si fort que ça ?» Ils sont en train d'écrire les codex qui vont sortir dans 6 mois. C'est-à-dire que peut-être qu'eux, ils sont déjà en train de penser à quelque chose et ils se disent dans le format de dans 6 mois, ou le temps qu'on l'écrive, il y aura tel codex qui sera sorti, il faut aussi qu'on pense à ça. Pareil pour les règles. S'il dit je vais nerfer un truc très très fort, c'est le Necron. S'ils disent on va couper le Necron en deux, ouais, mais qui c'est qui prend la place après? Donc est-ce qu'il ne faut pas un petit peu moins, un petit peu plus? Et il n'y a qu'eux qui ont une vue d'ensemble, qui savent ce qu'ils font et qui ont les points, qui peuvent le faire. Nous, on est là juste pour dire. Pour ça que j'aime on n'a aucune donnée en avance et on est bien content de ne pas les avoir en avance. Je ne gère pas les règles qui vont sortir dans 3 semaines, je gère les règles avec le codex qui vient de sortir. D'abord, je le prends, je le lis, je regarde s'il y en a des problèmes ou pas. Donc ça va très très vite. Quand la data slate est sortie, on a fait la réunion de WTC le lendemain. Et on avait déjà la liste de tout ce qu'on avait en disant qu'est-ce qu'il faut qu'on mette, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette pas. L'avantage souvent, c'est que vu qu'on travaille, enfin,
il y a quand même des passages d'informations. Je pense que Games lit la fac WTC. Ils doivent voir des choses qui disent c'est un problème WTC, c'est exactement ce qu'on a écrit, mais parce qu'il y a quelqu'un qui leur a posé une question, il fallait le marquer. Genre là, on veut absolument remarquer que oui, on a bien le droit de tirer avec des éliminateurs, remonter dans un véhicule, puis tirer depuis le véhicule. Pour ceux qui ont vu ma partie hier. Voilà. Mais c'est comme ça que ça marche. De temps en temps, il y a ça. Donc eux, ils y répondent pas. Et de temps en temps, on répond à un truc, ça leur fait se dire, c'est vraiment comme ça, ça ne marche pas comme ça, ou ils ont vu un truc qui marche pas, donc on va l'écrire. Mm. Et là, ça fait 3 fois qu'on fait des occurrences de fac WTC. Plus on avance et plus on enlève des choses. Parce que Games Workshop, il répond sans nous. Oui. Et c'est tant mieux. Juste une petite parenthèse. Salut Manoué, bienvenue à toi. Je sais pas s'il est encore sur le live, mais en tout cas, bienvenue à toi et merci pour le follow. D'ailleurs, oui. J'ai dit au bureau, je suis en live. D'ailleurs, j'y pense, bon, j'en parle, je crois que c'est dans la vidéo d'aujourd'hui, oui, parce que je parle des commentaires de règles, où justement Games Workshop, dans sa dernière mouture, a changé en fait de vision sur les capacités comme Trajan, qui permettent d'ignorer les modificateurs. Alors que dans la fac des Worlds, on pouvait justement, il ne pouvait pas ignorer justement les modificateurs qui étaient appliqués aux armes, mais pouvait ignorer les autres modificateurs de la datasheet, en fait, de la partie supérieure de la fiche technique, donc les caractéristiques elles-mêmes. Et du coup, là, ils ont fait complètement marche arrière. On va pas dire si c'est bien ou pas, mais en tout cas, ils sont capables de revenir en arrière. Personnellement, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que justement, ça évite de se faire des nœuds au cerveau pour savoir, ok, alors ma datasheet, effectivement, je dois la lire, mais je dois la lire comment? Voilà, est-ce que la partie supérieure n'est pas la même que la partie inférieure? Du coup, est-ce que ça va pas remettre en cause soit des règles actuelles, soit de futures règles pour des codex qui vont sortir à l'avenir, je sais pas, en général, il y a des évolutions, comme on a pu voir dans les anciennes versions. Dans une même version, les codex évoluent avec des fois de nouveaux apports de règles, et donc ça pourrait potentiellement bloquer là-dessus. Et je trouve que du coup, dire ok, bah si c'est écrit que tu ignores, tu ignores. Donc ça permet vraiment de simplifier la lecture et de pas non plus trop réfléchir au final. Et donc il y a quand même un gain de temps. Ouais, ça tu vois vraiment. Je sais que Atlanta, à la fin, Games Workshop a dit qu'est-ce que vous avez trouvé bien, qu'est-ce que vous avez trouvé pas bien, qu'est-ce qu'on peut changer. Puisque c'est le principe de la V10 de toute façon, ils absorbent des informations. Si vous avez des informations à remonter, il ne faut pas hésiter à écrire un mail. Bon, il faut l'écrire en anglais. Et Games Workshop est ravi d'avoir des informations. Si vous lui écrivez un pavé comme ça, ils n'auront peut-être pas le temps de le lire, mais ils prennent des infos. Et donc là, ils ont dû voir un truc, tester la règle, se dire c'est pas comme ça que ça marche, et dire on a trouvé une façon plus simple. C'est très très bien qu'ils puissent revenir en disant ben là ça marche pas. De temps en temps, il y a des trucs c'est plus logique, mais ça marche plus. Exemple, les armes à tir unique dans un transport, c'est pas normal avec les règles de transport que tu puisses pas l'utiliser, mais ça règle des problèmes. Ça t'évite de dire bah, je tire avec mon arme à tir unique, je remonte dans le transport, ah, c'est sur ma datasheet, donc je vais la réutiliser. Maintenant, on a dit, c'est simple, les armes à tir unique, quand tu l'as tiré, tu l'as tiré. Et si tu es dans un véhicule, tu peux pas l'utiliser. C'est ça. Tu peux la récupérer seulement si tu, le stratagème renfort de l'Astra Militarum et que tu meurs et que tu reviens. Voilà, pareil, ça, au tout début, c'est la même unité, mais si c'est une unité qui revient, le WTC a dit on ne récupère pas les armes à tir unique. Et Games nous a bien dit, ils sont regardés, on a vu, je pense aussi qu'il doit y avoir un problème de puissance. De temps en temps, tu te dis, je vais l'interdire parce que c'était trop fort. Exemple, on l'a interdit parce que le Cult Instigator, c'était n'importe quoi. Donc on a dit, on va pas en plus leur permettre d'avoir des trucs à l'infini en sachant que les unités revenaient gratuitement à l'infini. C'était trop fort. Alors que maintenant que c'est moins le cas et que c'est pas important, on a dit c'est bien la règle, c'est une nouvelle unité qui est créée, donc tu la refais exactement comme tu l'as mise dans ton armée et elle revient toute neuve avec les armes à tir unique, avec tout ce qu'il y avait dedans.
Dakazone pose la question pourquoi en WTC ils ont ajouté la règle barricade que pour les bêtes et infanterie et pas pour les autres figues. Elles aussi devraient avoir le droit de taper à 2 pouces. La règle de base, en fait, on suit la règle Games. Games Workshop nous dit les ruines, les bêtes et les infanteries peuvent passer à travers. Et donc, le but est bien que un véhicule puisse pas faire ce qu'il veut. La règle barricade, c'est une barricade, tu peux taper à 2 pas. Et alors, je l'utilise peu, mais je me demande même s'il n'y a pas que bête et infanterie qui peut le faire. Je regarde. Je suis en train de... Mais en fait, la règle déjà des 2 pas, on l'a faite pour qu'on n'ait pas, nous, inventé une règle qui n'existe pas. Puisqu'en fait, la charge à travers les murs était une règle qui n'existait pas, qui en plus posait des problèmes. Oui. Ça posait des... Alors, on pouvait s'y faire, mais il y a eu 2 problèmes. Un, vous êtes obligé d'appeler un arbitre à la table, qui est très dommageable si vous jouez tout seul chez vous et que vous n'avez pas d'arbitre. Vous ne pouvez pas jouer. Et j'ai pensé à un deuxième problème, et ça vient de... J'ai complètement oublié. Pour la barricade, il n'y a que le bénéfice du couvert qui est pour l'infanterie, mais pour ce qui est de l'engage, de la portée d'engagement, il n'y a pas de spécificité de mots-clés sur le type d'unité. Donc je pense que ça doit être un choix WTC, pour le coup. Mais en fait, c'est pas un choix WTC, c'est qu'en fait... Ah, mais en fait, vu que c'est une ruine... Ruine et barricade. Oui, c'est ça, c'est parce que t'es ruine. Voilà, si t'es limité à la forme, il y a ça. Le but du jeu, c'est pas de dire tout le monde peut tout faire, parce que dans ce cas-là, les décors ne servent plus à rien. C'est juste d'éviter qu'une unité soit complètement planquée et d'empêcher mon adversaire de taper. Ah oui, le deuxième cas pour lequel on a enlevé la règle de la charge à travers les murs, c'est qu'il existait un truc un peu étrange qui te permettait, tu faisais une ligne de figurines, tac tac, tu en enlevais une, tu laissais bien un espace, et il y avait un mur. Comme l'ancienne règle te disait, si une charge existe, c'est celle que tu dois faire, tu te débrouillais pour dire à ton adversaire, ma figurine, je la mets loin, et il n'y a pas de charge à 12. J'ai tout calculé. Donc la seule charge que tu peux faire, c'est là où je t'ai laissé un espace, et tu ne peux mettre qu'une seule figurine. Et donc ton énorme unité d'élu du chaos avec le seigneur, ton seigneur est au corps à corps, mais pas le reste de l'unité. Après coup, moi, mon unité, elle se ferme sur le seigneur, vu que c'est le dernier qui va mourir, et toute mon unité tape. Et parce qu'on l'a vu, et donc que les gens prenaient avantage d'une règle qu'on a posée pour éviter qu'on prenne avantage de la règle, on l'a enlevé. Et maintenant, avec la règle des 2 pas d'engagement, tu peux plus créer une situation comme ça. Puisque maintenant, si tu fais une charge à 8, tu charges à 8. C'est pas si on dit il y a une charge à 10 qui existe en faisant le tour, on s'en fout. Tu vas tout droit. Et on l'a testé, les capitaines du WTC l'ont pu la tester en avance. Ça règle les problèmes. Ça évite d'avoir besoin d'appeler un arbitre. C'est très facile de dire, cette figurine-là, s'il n'y avait pas le mur, elle pourrait taper, donc je lui mets un token. Au moment de l'engagement, elle est à un pas, je lui enlève le token. Que j'ai tapé, je lui laisse le token, comme ça, toi, tu peux me taper dessus. Donc je ne crée pas une situation comme la vieille règle que Games avait essayé de mettre fin V9, de dire, j'ai eu un portée d'engagement de 2, mais que quand je charge. Donc en fait, je m'arrête à 1,9, je te tape dessus, à toi, t'es pas à un pas, tu peux pas engager, tu peux pas aller au corps à corps. Il n'y a plus. Maintenant, ta portée d'engagement, elle est pour 2, même pour l'adversaire. Et en fait, donc on n'a plus besoin d'appeler un arbitre. On ne crée pas une règle qui peut faire un trou et on ne peut pas fabriquer une situation dans laquelle je t'empêche de me charger. C'est un des gros trucs du WTC aussi. Tu peux pas planquer une figurine sous une autre. Tu peux la mettre, mais si c'est pour empêcher ton adversaire de te charger, on va te dire non, tu ne peux pas. Donc, exemple, tu peux mettre un David Fish avec des cibleurs en dessous, ça passe. Sauf que si en fait au moment de charger tu dis ah ouais mais tu peux pas, tu dis si. En fait, je suis obligé de charger le véhicule en même temps, mais tu ne peux pas m'empêcher de te charger. Parce que le but c'est pas de faire de l'anti-jeu. Tu peux te cacher derrière, comme ça je peux faire le tour. Mais si tu fais une situation genre dans un coin, tu bloques la totalité des possibilités de l'adversaire de venir chercher ta figurine, c'est pas autorisé. D'accord, mais du coup, Bon, pour les nuées et l'infanterie, du coup, ça règle le souci, mais c'est vrai que du coup, le problème reste, par exemple, je pense à mes Thunderwolf. Alors, qui sont montés, du coup, et on reste à 1 pouce. Ouais, les figurines montées, je pense que les figurines montées, c'est des motos. Donc en fait, c'est que Games a décrété que tu ne pouvais pas monter dans les étages avec une moto. Les autres figurines montées classiques, c'est des chevaux. Tu montes. Alors, n'en déplaise aux joueurs de
de Donjons et Dragons sur PC, tu ne peux pas monter une surface à 90 degrés. Et les chevaux peuvent dans le jeu vidéo. Je pense que ça reste une logique de Games Workshop qui dit on a quand même un peu envie que ça ressemble à une histoire et que ça ait de la logique. Tu ne passes pas à travers les murs avec un char. Tu peux détruire les murs. Mais imaginez les tank shocks à travers les murs. Ça deviendrait. Enfin, tu joues contre un lancer qui te balance 22 dés de tank shock. Heureusement qu'il est un peu arrêté par le mur. C'est ça. Et Shell est Mounted. Alors, les mounted, si vous ne l'avez pas encore joué, mais on a testé, entre le stratagème à un PC qui peut vous permettre de bouger quand on vous tire dessus, et les lieutenants qui bougent de 1 des 6 pas quand on arrive à 9 pas, tu arrives à faire le tour des murs. Quand tu bouges de 6 ça, sur la de 9. c'est pas un souci. Puis quand mes loups ils pètent pour 2 points de commandement, ils font 19 pouces, ça va. Ce stratagème s'appelant à plein gaz. Moi, ça m'a fait marrer quand j'ai lu pour la première fois la Star Emblem, j'ai fait à plein gaz. Attends, unité montée 9 pouces. Mais attends. Si je vais voir ma datasheet, je suis monté. Donc voilà, ça m'a fait rire. Sans unité montée, on a tous eu le même réflexe. Hein. Les gens se sont dit c'est pour jouer White Scar. Non, je le vois. C'est pour jouer Space Wolf. Ah bah oui, quand je vois que le capitaine à moto il part en légende, je me dis bah non, c'est mort du coup. C'est dommage. Moi je dis chez les Mounted, mais chez la Ravenwing surtout. Oui. Bye bye le capitaine à moto, bye bye les Talon Masters. Je pense quand même que ceux qui sont le plus affaiblis, ça reste les White Scar pour ce détachement. Après, il y a les Dark Angel, mais ceux qui en profitent à fond, c'est les Wolves. Hein. Les White Scar, c'est pas ça, c'est juste que Games Workshop doit sortir une masse de figurines, et donc là, ils ont sorti le Terminator parce que c'est dans la boîte. C'est juste que pour l'instant, les Outriders sont exactement ceux de la boîte de base. C'est ça. Et donc, il n'y a pas d'équipement. Donc, comme c'est bien maintenant, on ne peut jouer que ce qu'il y a dans la boîte. Ça évite d'avoir à acheter du bits dans tous les coins, changer toutes les armes. C'est ça. C'est juste que, comme la boîte est comme ça, pour l'instant, il y a ça. Donc, ça manquerait. Il manquerait des armes spé sur les figurines. À partir du moment où les Outriders pourraient avoir des armes spé ou être un peu plus burnés au niveau de l'équipement, ouais, ce sera bien, on pourra les jouer. Pour l'instant, c'est un peu léger. Alors, toujours Dakazone. Donc, pour rester sur cet aspect corps à corps, est-ce qu'on a l'obligation en charge / peel-in, donc en mouvement d'engagement, de se mettre en mode normal, entre guillemets, même si on a un token? Oui. Si tu peux te mettre dans une position, exemple, vous êtes derrière un mur contre une seule figurine, vous arrivez à 2 pas parce que la charge est comme ça, il y a eu un mort. Et en fait, au peel-in, vous pouvez passer de l'autre côté du mur et donc être à moins d'un pas de la figurine adverse. On va vous obliger à le faire. C'est juste, imaginez, vous êtes en train de taper sur quelqu'un, tu dis ah non, moi je traverse pas le mur. Hein. J'ai pas envie d'aller tuer mon ennemi juré. Et non, vous êtes en charge, en fait, vous allez là où l'ennemi est. Donc en fait, on vous oblige à aller de l'autre côté. Évidemment, il faut y penser avant que si vous voulez taper, et c'est pareil, c'est bien de taper à travers les murs, mais il ne faut pas qu'il n'y ait que vous que ça profite. Si un taux se cache derrière un mur, pas se faire tuer, se fait charger, le joueur War Eater passe à travers le mur pour aller tuer le dernier guerrier de feu. Mais il est de l'autre côté du mur maintenant. C'est bien de taper à travers les murs, mais c'est aussi bien de dire t'as tapé à travers le mur, maintenant je te vois. Donc en fait, ça maintient de l'équilibre. Je pense que le méta il est plutôt corps à corps, mais au moins. Je suis assez d'accord. Si tu fais un gros jet de charge et que tu veux tuer tout le monde, déjà, alors il y a énormément de joueurs qui se plaignent. Moi, je trouve super les règles de charge, justement parce que il faut se positionner correctement et pas se mettre les bonnes règles dans la poche comme on veut pour réussir à faire une charge qui nous arrange. Comme on est dépendant du jet de dés qu'on fait, il faut faire avec. Moi, ça m'est arrivé de relancer des jets de charge en faisant 10. J'ai dit non, je suis à 4, il faut que je fasse plus petit parce que je veux pas passer à travers le mur. Mais c'est des choix à faire, des positions à avoir. Et en fait, ce genre de choix, tu le fais à la phase de mouvement et pas on verra bien la charge. Quel que soit le jet de dés, tiens, je fais ce que je veux. C'est bien qu'il y ait un peu de limitation. Et c'est vrai que la V10,
À sa sortie, ne donnait pas beaucoup d'avantages sur l'aspect corps à corps, parce que beaucoup de choses ont été vues à la baisse et beaucoup de stats défensifs, notamment l'endurance, a énormément évolué. Et petit à petit, je vois en tout cas qu'il y a des tentatives, en tout cas des choses qui sont mises en place pour rééquilibrer et ramener un petit peu le corps à corps à au même niveau que ce que peut être le tir. Même si on est encore loin, d'après moi. C'est différent. Tu regardes le méta, par exemple. Mm. On va prendre le méta Space Marine. En France et en Europe, c'est très corps à corps parce qu'on joue avec des tables très chargées. Oui. Aux États-Unis, où il y a moins de décors, ils jouent très tir. Enfin, par exemple, là, Ouais. par les listes, Bah, alors les listes, ça fait pas, mais longtemps qu'ils sortent les Lancers, par exemple, aux US, là, ou alors des Predators destructeurs, là où voilà. nous, beaucoup moins. Même si ça tend particulièrement, du coup, dans la Ligue solo, où ça tend à changer. Alors, la Ligue solo, déjà, il y a un peu moins de décors parce qu'au lieu de jouer 10 zones de décors, on en joue que 8. Mm. Enfin, on en joue 10, mais il y en a 2 qui sont vides, ce qui veut dire C'est ça. qu'on peut passer à travers avec des véhicules ou des figurines montées. Merci le Mm. Spacefall pour pouvoir jouer en solo. Oh, c'est Moi clair. qui joue Orc, je te garantis, j'étais là, yes. Mais en fait, tu vois, aux États-Unis, pour le Marines, par exemple, on a eu la liste double Storm Raven qui est arrivée. Oui. Donc c'est double Storm Raven, tu mets 2 packs de corps à corps parce que t'es fou à rien du tout. En fait, le Storm Raven, c'est un Land Raider qui vole. Mm. Alors, tu le mets rarement. Il y en a qui le mettent en volant, il y en a d'autres non. Donc quand ça Non, tu le vole, mets en votre mouvement stationnaire en est général. infini. Vous allez où vous voulez. Mm. En mode stationnaire, vous faites 20 pas de mouvement, c'est une des rares figurines à pouvoir faire un aller-retour au-dessus d'un décor et C'est à ça. pouvoir passer son socle. Donc en fait, la plupart du temps, c'est plus facile de faire le tour. Mais ça tire très très fort, mais ça transporte un dreadnought. Donc en fait, vous les mettez over, vous les calez derrière un décor, c'est pas un aircraft, donc vous les voyez pas. Mm. Il passe à travers le décor, il tire tout ce qu'il peut, il lâche son dreadnought, et le dreadnought, il tire tout ce qu'il peut. Ça, on le voit moins, parce que au WTC, il suffit de poser une figurine à un endroit, mais tu peux pas te poser, c'est un peu compliqué. Mm. Voilà. Aux États-Unis, c'est le truc, il y en a partout. Et en France, on en voit plus. C'est pareil, aux États-Unis, ils considèrent que le Drukhari, c'est pas bien du tout, parce qu'il n'y a pas des masses de décors et que le Ouais, Drukhari, c'est du papier. Et nous, c'est on ça. en a plein, c'est un peu mieux. Vous verrez dans l'épisode de la semaine prochaine. C'est un épisode top list et je parle justement du tournoi French Wargame Café avec Aimé et Caldrogo. Voilà. Bien. J'en dis pas plus, je vous laisse la surprise, ou alors pour les tipeurs, ils y ont déjà accès. On va avoir du taf la semaine prochaine, parce que ce week-end, le week-end prochain, il y a 2 Open à 100 joueurs Ouais. en France et la Pira Cup. Mm. Tu vas avoir du taf lundi prochain. Oui. Je me souvenais plus justement du nom du tournoi en Pologne. Pira Et du Cup. coup, j'ai envoyé un petit MP à Zeka qui m'a rappelé que c'était la Pira Cup. Et oui, parce qu'en plus, c'était... Bah non, c'est la prochaine, où aussi je parle justement d'un tournoi qui s'est déroulé, un tournoi de plus de 60 joueurs qui s'est déroulé en Pologne. Et quand on regarde notamment une liste qui arrive deuxième, tu fais il préparerait pas la Pira Cup, lui. Je sais pas s'ils le font, mais les tournois en équipe très longtemps avant le WTC, les listes, elles sont souvent très expérimentales parce que justement, tu essayes de voir qu'est-ce qui fonctionne et tu te projettes. Le WTC cette année, par exemple, on est quasiment persuadé qu'il va y avoir une data slate avant Oui, et 2 j'espère. ou 3 codex. Donc le méta de dans 6 mois sera pas celui avec lequel on joue. Donc il C'est vaut ça. mieux tenter tous les trucs et même des trucs ultra bizarres. Parce que si ta liste d'armées préférées, genre le Necron, se fait nerfer demain, bah, qu'est-ce que tu joues pour remplacer? Comment va être le méta? Donc en fait, il faut tout tester. C'est Donc ça. Comme moi en moi, Stormlands qui jouait 12 Inceptor, bah, je suis passé à 6. Du coup. moi j'en joue un pack parce que je fais et je fais une action et je dis je suis mort. Et des fois, avec ton du 6, tu fais oh, il en reste un. Je fais une action 2 tours d'affilée. Ah, c'est C'est très très ça. bien. Moi aussi, je jouais en Firestorm, j'en jouais 12. Et là, j'ai fait bon, ben on va changer de liste. Mais tu sais, le problème avec la Stormland, c'est qu'en fait, vu que tu leur donnes la touche soutenue,
quand je joue par exemple en Gladius, je suis là, je fais ouais, c'est mou les Inceptors. Moi, les Inceptors, j'ai le même problème avec les listes auto où j'arrivais pas à me dire je vais payer 400 points pour mettre une unité qui va se suicider toute Oui. seule en tirant. Agace au plus haut point. Et les Inceptors, c'est un peu pareil. Le nombre de fois où on met du plasma, il y en a un qui meurt, il en reste deux. Sauf qu'à deux, vous avez aussi deux. Donc le moindre véhicule ou rhino, vous prenez pas le primaire. Deux, ça veut dire que la moindre figurine avec 4 ou 5 tirs, elle vous tue. Alors qu'il faut qu'il en reste une. Et je suis pas très fan. Poutre qui nous dit ça teste pas mal le démon en full horreur, horreur rose, je pense, ou Non, full rose porte-paix, et bleu. rose et bleu. Parce qu'en fait, avant, tu pouvais jouer des packs de 20, maintenant tu peux jouer que des packs de 10. Et Ouais, donc, pour pouvoir les mettre, vu que tu as les deux choix, tu joues 120 horreurs dans la liste. d'accord. Et On appelle des listes de cancer. est-ce que du coup ça joue un peu, on va dire, chaos universel dans le sens où ça va jouer comment il s'appelle, le mutilateur de cornes? Est-ce que tu peux stacker sa règle de plus un force, plus un Oui. l'APA? Quelque chose comme Alors, ça? je sais plus comment il s'appelle, Ah, il me c'est un semble qu'en seigneur de français, cornes monté sur c'est char. mutilateur machin, donc C'est voilà. pas machin Renmaster, je sais plus. Enfin bon. Ouais. Vous prenez le perso de cornes monté sur char, il vous dit qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tape, vous prenez plus un l'APA, plus en force, plus un l'APA. C'est pas une aura, ce qui veut dire que l'effet se stack. Donc vous pouvez aller taper avec les écarisseurs flat 8. Mm. On l'a regardé au WTC, on a dit est-ce qu'on a besoin de le faire? Et je me souviens de la scène en disant est-ce que quelqu'un a joué et a déjà vu que quelqu'un arrivait à le faire? Non. La figurine est énorme, t'arrives jamais à mettre toutes les figurines à Voilà, portée, c'est un peu c'est ça. compliqué, donc c'est rigolo, C'est mais ça marche pas trop. c'est le mutileur sur trône de sang. Voilà, Mutileur, c'est vraiment des c'est ça. trucs. Alors, en français. Ouais. Et la liste full porte-peste, alors je sais qu'ils sont en train de la tester et j'ai pas les infos de l'équipe de France, donc je vais vous donner ce que j'ai testé moi. Ouais. Vous mettez plein de porte-peste avec du Phenopain, 5 ans d'endurance. Voilà, vous mettez Rotigus, un énorme démon majeur de corne en 4+1 vue, 4+ Phenopain. Parce que bien entendu, vous le mettez sur l'objectif chez vous, donc il est en shadow, donc il a 4+ Phenopain. Et en fait, c'est des listes cancer. Ça marche très bien aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de clock. Comme aux États-Unis, on a vu des listes tyrannides full swarm. Ça marche très bien parce qu'il n'y a pas de clock. Parce que jouer une liste swarm à 200 piétons, quand on vous tire dessus, il faut rebouger et vous remettez une unité, vous avez intérêt à jouer beaucoup pour être sûr que vous allez la faire. Une question de Order Benja qui, pour moi, va donner en fait une autre question, enfin, qui implicite une autre question. Bon, sa question de base, c'est serait-il possible d'augmenter la clock de 15-20 minutes pour les listes Swarm? Donc, bon, il précise en tyrannide, parce qu'il va frôler la tendinite. Moi, ma question, c'est est-ce que, en fonction des tournois, vous avez un temps de clock? C'est-à-dire, est-ce que vous dites, bon, vous organisez tel tournoi fake, votre clock, c'est, je sais pas, 2 heures par joueur. Non, il me semble que c'est 1h30. C'est 1 heure, en moyenne, c'est 1h30. 1h30, c'est ça. Point barre, ou est-ce que, en fonction de comment le tournoi est organisé, si l'organisateur prévoit de laisser un petit laps de temps supplémentaire aux joueurs, est-ce que du coup vous adaptez le temps des clocks, ou est-ce que non, vous restez sur un fixe à 1h30? C'est le temps de la clock est dépendant uniquement de l'organisation du tournoi. Je vous D'accord. donne un exemple. On joue en 1h30 en France parce qu'on va faire 3 rondes dans la journée. En Italie, ils jouent en 2h30. Au total, vous avez 2h30 pour jouer votre game et vous déplacer à la table d'à côté. Ça, c'est sport, hein, parce qu'ils veulent faire 4 rondes dans la journée. Manu, par exemple, à Manolo, à la Med-Cup, il a dit moi, c'est trop court, j'ai envie de faire plus. Par contre, le problème, c'est que on finit tard. Et en fait, il s'est dit comme c'est difficile de manger autour de chez lui, parce qu'il y a des trucs pour manger à midi, mais le soir, il faut aller un peu loin, il a dit tant pis, on va faire des rondes à 4 heures, on finira à 22 et je prévois la bouffe le soir. On y a réfléchi en France, on regarde comment ça fonctionne, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'on est toujours limité à 1h30.
Il y a Ok. le truc que vous savez pas, par exemple, c'est que le nombre de poules dans une ligue dépend aussi du nombre de rondes. Puisque comme on veut être sûr que tout le monde voit tout le monde, on fait 5 rondes, donc c'est 6 équipes. Le jour où il faudra faire plus que 4 rondes, un peu comme au Big Four et comme au WTC, parce qu'ils Ouais. ont une semaine pour jouer, et que quand tu fais 8000 km, tu as un peu envie de prendre ton temps et dire bonjour au mec qui est en face de toi, qui tu joues en 4 heures, bah du coup, tu es obligé de faire des ligues en 4 équipes. Donc, changer le temps a énormément de répercussions. On a regardé, cette année par exemple, la Ligue 1 nous a dit c'est ultra short de jouer. Et on a regardé toutes les solutions. Est-ce qu'on passe en 4 heures comme au Big Four? Est-ce qu'on leur tape dessus en leur disant qu'il faut qu'ils jouent plus vite? Est-ce qu'on trouve un truc un peu entre les deux et qu'on rajoute juste un quart d'heure entre 2 rondes pour leur donner juste un quart d'heure de plus au pairing? Parce que si ça leur permet d'être sûr et certain d'avoir 1h30 sur la table. On voit, c'est par rapport à leur cas. Moi, je suis pour jouer le temps marqué. C'est-à-dire que tu prends à Montpellier, par exemple, c'est 3h30. Ouais. Déjà, on a le temps. C'est 3h30 de ronde. En fait, je compte 30 minutes pour que tu te déplaces à la table, que tu poses tes figurines, que tu dises bonjour, que tu dises au mec qu'est-ce que tu veux, il faut que j'aille faire pipi, machin, attends, j'ai oublié mes affaires, tout ça. Et quand tout le monde est à peu près bien, à 4, on fait toutes les travées, on démarre toutes les cloques en même temps. Il y a 1 minute d'écart entre le début et la fin de la ronde, et la fin de la travée, du coup. Mm. Et en fait, ça veut dire que vous avez vraiment un temps de jeu effectif de 1h30. Un peu comme en ligue et un peu comme en équipe. Il y a certains tournois, à 8h pile, vous devez être parti parce que l'orga de tournoi nous a dit moi je rends les clés à 8h, il n'y a plus d'électricité, il faut être parti. Ben, c'est 3 heures strictes et c'est comme ça. Et en fait, on est dépendant de l'orga. On est dépendant des limitations de la salle. Moi, ça me fait. Alors, c'est aussi une question parce que à l'heure actuelle, bon, je suis président d'une association de jeux de rôle et de jeux de plateau, mais on ouvre une fois par mois à la découverte aux jeux de figurines. Et le 9 et 10 mars, c'est le premier tournoi qu'on organise avec avec d'autres associations en partenariat. Et c'est un tournoi de War Machine et de Malifaux. Et en fait, là où nous, on organise le tournoi, bon, c'est dans un préau fermé d'une école primaire, qui est très grand. Et du coup, moi, c'est un projet que je travaille aussi. C'est pour ça qu'on fait un premier test sur un petit tournoi, pour voir un petit peu comment ça se passe, parce qu'on a des élus qui sont un peu... faut ramer hein, pour qu'ils nous répondent. Et je pense qu'on n'est pas la seule région comme ça. Avec, Et avec Mathieu, on a écrit un truc uniquement pour dire qu'est-ce qu'on fait. On joue aux figurines, on parle à l'autre, on n'est plus sur Internet. C'est de la création, c'est la présentation de non, c'est pas une LAN de jeux vidéo et on va pas égorger des chèvres. Et du coup, il y a une deuxième salle qui est pas très loin en plus de la salle qu'on fait, mais en tout cas, ça reste dans le même quartier. Et en fait, c'est un quartier où il y a énormément de restauration, etc. Ce qui fait que bah, potentiellement, en fonction de comment on va s'organiser, quand je viendrai vers la FEC en mode hé les gars, c'est bon, on peut faire des trucs dans le centre à Tours. C'est un peu mieux centré pour tout le monde. Je serais un peu content. Et, et du coup, bah ouais, en fonction de l'horaire, etc., en fait, et des restaurants, parce qu'on a aussi des partenariats avec les restaurants, parce que nous, nos soirées asso sont dans le même quartier, donc on a accès aux restaurations. Et du coup, bah, c'est un projet voilà, que je suis en train de travailler, de tester avec mes équipes. Et c'est peut-être un futur projet qui arrivera. Et si on a accès justement aux halles de Tours, pour ceux qui connaissent la ville, et bah, du coup, ce serait plutôt cool. Parce que c'est pas très loin de la gare, il y a beaucoup de restaurants, on est à côté du quartier historique qu'on appelle le Vieux Tours, pour ceux qui connaissent la place Plumereau, par exemple, ou la place du Monstre. Voilà. Je connais pas. Fais des tours en fait, comme ça je pourrais. À Tours, en traîneau, en été, en traîneau. Bah oui, c'est vrai que pour toi, Passer Manolo, c'est le Grand Nord, quoi. Ah, voilà. J'ai vu passer un truc de Randor Menja qui dit que c'est un peu industriel les 3 heures. Je suis d'accord avec toi. Si tu veux pouvoir profiter de ton tournoi en 3 heures, c'est que tu es déjà un joueur aguerri. Il y a énormément de tournois, je sais, dans le sud-ouest qui se font en 4 rondes. Et tu joues 4 heures, 4 heures. À Castanet, quand on fait les 2v2, bon, déjà en 2v2, tu as en plus envie de parler, c'est plus compliqué. C'est bien 4 heures.
c'est mieux quand tu joues un peu en casu ou que tu joues avec une liste un peu rigolote et que tu as envie d'aller voir tes potes, manger un truc, boire une bière, et c'est mieux 4 rondes. Mais nous, on est en... Enfin, moi, je parle de l'ultra compétitif parce que je fais les qualificatifs du championnat de France, le WTC, Atlanta, tous les tournois. On cherche la perf. Et donc, on se met le temps minimum pour mettre le plus de rondes possible. Ouais. Il faut voir quel tournoi vous plaît le plus. L'ambiance est la même. Et en fait, l'ambiance se détériore parce que soit il y a des gens qui savent beaucoup mieux jouer que vous, et en fait, vous vous sentez dépassé. Soit il y a des gens qui jouent beaucoup plus vite que vous, et vous n'avez pas le temps. J'ai fait un tournoi à Carcassonne, on a joué en 4 heures, on a fait 4 heures. Oui, je crois qu'on a fait que 4 rondes. Ah, t'as du temps, hein. Donc, moi qui ai l'habitude de cloquer, de machin, bah, t'as le temps de répondre aux questions. T'as le temps de dire bonjour à l'orga du bar là où on était. D'ailleurs, si vous êtes à Carcassonne, Logic Games, le magasin est vachement bien. Que je connaissais pas. C'est vachement mieux. Quand tu viens sur un tournoi haut niveau, t'es pas là pour boire des bières, tu le fais le soir, tu le fais le lendemain, tu le fais la veille. Là, vous voyez le French War Game Day, là, on fait des trucs la veille. Mais le tournoi 2v2, il est en 4 heures, et le tournoi des gros tournoyeurs, il se finit à 9h30. Parce qu'il faut enquiller. Alors du coup, pour répondre aux questions, Furelf du coup est de l'association dont je parle, donc il connaît, et Léal, effectivement, ça pourrait être cool. Et pour répondre à Franck Brusset qui connaît Tours aussi, oui, c'est, et je dirais pas la salle du haut, je pense plutôt au pluriel, salle du haut. Parce que vu qu'elles sont toutes très bien interconnectées, c'est possible de potentiellement vraiment faire un grand tournoi. Parce qu'à Tours, pour les associations, je ne vois que ça à l'heure actuelle, en termes de location annuelle gratuite de la part des élus. Mais ça, faut que je peaufine le projet. Et je pense que en plus, entre l'expérience et l'expérience et enfin, en tout cas toutes les connaissances de la FEC, ce type de partenariat, ça peut donner un bon coup de boost à cette région centre un peu nécrosée, je trouve, en termes d'événements. Car en dehors d'Angers et plus loin après, il n'y a pas grand-chose, en fait. Si, Limoges un petit peu, mais là, on se décentre un peu plus. Bref. Enfin, de notre point de vue, plus il y a de tournois, plus on est content. Hein. C'est ça. Ça veut dire que les joueurs font moins de trajets, donc tu as plus de temps pour pouvoir jouer. Si tu n'as pas besoin de faire 8 heures, ça veut dire que ton tournoi il te coûte moins cher, donc tu peux faire plus de tournois dans l'année. Non, puis faites des tournois dans des villes où j'ai jamais mis les pieds, comme ça c'est trop bien, je peux. Ça fait longtemps que je suis pas allé en Bretagne et en Normandie au cas où. Ah, la Bretagne. C'est bien la Bretagne. J'aime beaucoup le Finistère. J'ai souvenir d'un tournoi de cartes Game of Thrones qui s'est fait là-bas il y a quelques années. Il y a beaucoup de choses. J'ai connu les 24 heures du jeu, les 48 heures du jeu, pour ceux qui connaissent. À Tours, on peut manger de la viande quand même, ou on est totalement vegan. Pas du tout. En fait, il y a les deux. Il y a la majorité des restaurants qui font, en fait, je pense particulièrement aux burgers, qui font aussi bien la version viande que la version végétarienne. Voilà. Dans des plaisirs à Manolo, je crois que là où j'ai vu le plus de restaurants vegan, c'est dans le sud. C'est toi la terre vegan du coup. Et sur Tours, pour te faire plaisir, Manolo, il y a un repas, on va dire connu, c'est les rillons de Tours. Les rillons et la rillette de Tours. Alors, j'ai jamais aimé les rillons, même avant d'être végétarien, mais la rillette de Tours, je conseille. N'en déplaise, comment on les appelle? Les manceaux, je crois. Ceux du Mans. Voilà. Une petite guéguerre. Oui, je suis minoritaire dans mon assaut. En termes de végétarisme. Écoute, moi je vais pas t'embêter plus que ça, on n'a pas plus de questions. Là je suis en train de remonter le chat si jamais j'ai raté quelque chose.
C'est un peu industriel, 3 heures, les parties deviennent mécanisées, et les joueurs, une fois sur deux, laissent tomber la quintessence du jeu, qui est le partage. Oui, mais en général, si tu viens à un tournoi avec une clock à 1h30, c'est des tournois bon, déjà qui sont du coup régis par la FEC, dans la plupart du temps. Je sais que c'est un tournoi, donc c'était en V9 quand je suis allé sur Angers. Eux, ils mettaient la clock à 2 heures, ce qui rajoutait 30 minutes de. Justement, ça laisse le temps de discuter avec les gens, etc. Mais du coup, vu que c'est pas des tournois, on va dire, pour des tickets d'or ou autres, euh, c'est un peu plus chill et du coup, ils peuvent se permettre de prendre le temps de discuter avec les gens. Order Benja, je me demandais si la FEC voulait véhiculer un peu le wargame dans les assos ou les écoles, CF les boîtes d'initiation pour les milieux scolaires de Games Workshop. Les autres fédérations françaises font ce genre de choses comme offrir des places aux licenciés pour voir des matchs pro ou d'autres choses qui ne me viennent plus en tête. Bonne soirée, Dakazone. La FEC n'est pas vraiment une association juste de Warhammer. C'est-à-dire que les associations locales sont des associations de Warhammer. C'est-à-dire que vous êtes là pour développer le jeu quoi qu'il arrive. La FEC n'est pas là pour développer le jeu narratif, par exemple. On est là pour développer du jeu compétitif. Ce qui veut dire que notre rôle n'est pas vraiment de faire découvrir le jeu. On a énormément de joueurs, nommé Immortus, qui adorent le narratif, qui adoraient jouer en Border Patrol, et en, je sais plus la version où tu jouais dans des corridors là. Il adorait ça. Boarding Action. Boarding Action, c'est ça. C'est Patrol ou c'est Combat de Patrol et Boarding Action. J'avais mélangé les deux. Et en fait, ça, c'est les associations locales. Par contre, si une association locale nous appelle pour avoir un coup de main, on peut aider. Mais la plupart du temps, notre boulot, c'est de développer le jeu compétitif et de cadrer le jeu compétitif. Donc, et puis en plus, souvent, dans une asso, si vous voulez aller faire de la découverte de jeux, il faut avoir tous les jeux. Et alors, je joue à Underworld et à Warcry, mais si vous me demandez les règles de Age of Sigmar, alors je sais à peu près, hein, mais à peu près. Donc, je peux faire une démo dans un games, voilà. Tu me dirais, ah, tu bouges, tu tapes, ah, la phase de héros. Voilà. Mais donc, c'est pas vraiment notre truc à nous, on est plus en compétitif. Salut Valhalla Bending, bienvenue. Bon, tu arrives quasiment à la fin du stream. J'avais à peu près noté 2 heures de stream pour s'arrêter vers 19h. On est dans les cordes. Si jamais vous avez d'autres questions, sinon on va vous laisser là. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a sur Warhammer en termes de stream, qu'on puisse raid quelqu'un. Bah, j'ai Planet Wargame. J'ai Lunatica qui fait de la peinture. Il y a nous. Et ensuite, c'est de la peinture aussi avec Kentopia et Chami Chameau, que je ne connais pas du tout. Donc si jamais dans le chat vous avez une préférence, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi je vais remercier d'abord donc la FEC et Babelben. Tu votes pour Planet Wargame, ça marche. J'aime bien Planet Wargame. Mercredi soir, il y a un live FEC. C'est décalé à jeudi. Il me semble que c'est décalé à jeudi et il me semble quel jour on est lundi. Il me semble que normalement on va l'annoncer ce soir qu'on a décalé d'une journée. Ok, alors attends. Hop, du coup, je vais puber. Bon, même si dans le titre du live, vous pouvez avoir la chaîne de la FEC, je vous le mets directement. Comme ça, n'hésitez pas à follow. Comme ça, vous verrez, vous aurez justement les notifications. Et sinon, n'hésitez pas aussi à aller sur le Discord de la FEC. Je vous remets le lien Discord. Vraiment, c'est pour ceux qui s'intéressent vraiment, mais même si vous n'êtes pas joueur compétitif, si vous vous intéressez un petit peu aux règles, c'est une mine d'or. Donc, n'hésitez pas, les arbitres comme Abelben répondent rapidement. N'hésitez pas, ils sont vraiment... Je vais demander pour le live. Alors, c'est soit mercredi, soit jeudi. En fait, ce soir, on a une réunion, d'ailleurs, elle est en cours sur le French Wargame Day. Mercredi, je pense qu'on a une réunion bureau restreint. Je pense que ça va être ça, qu'est-ce qu'on fait, de quoi. Et c'est pour ça qu'on avait décalé le live à jeudi si on a des questions.
On C'est, essaye de c'est... pas faire les lives le jeudi parce que Evie fait les lives le jeudi. Oui, mais Donc je bon. pense qu'on essaye, mais je ne sais pas encore. Donc Du coup, c'est ouais. le live où vous allez parler règles et nouvelles charges. Alors ça c'est le dernier qu'on a fait, Ah, où la c'est le vidéo, je dernier. crois que C'est la celui vidéo que est j'ai raté, du en coup. ligne. Non, la vidéo est pas en ligne parce que il y a un petit, au début il y a un, on parlait de tout de rien et Initus il veut un truc bien clean, bien nickel, donc il voulait l'enlever. Et normalement elle va arriver. Le prochain, je crois que c'était un état de la Ligue, parce que tous les matchs allés ont eu lieu et le premier match retour est ce week-end. Et donc on voulait faire un live avant pour pouvoir dire voilà tout ce qu'on a fait pour les matchs allés. L'état des solos, puisque là on a 2 solos cette semaine. Je crois qu'il y en a un à Paris en avril. Celui de Carcassonne a été confirmé en mai. Donc c'était pour réannoncer tous les solos. Et aussi, je vais faire de la pub pour la FEC. On n'a quasiment pas de tournois en Silver Ticket. Et je pense qu'il y a des tournois partout, mais je pense que les gens ne savent pas comment demander des Silver Tickets si vous en voulez. Donc il ne faut pas hésiter à appeler la FEC pour savoir si vous pouvez avoir des tickets pour votre tournoi. Au cas où, les Silver Tickets, c'est vous permet de vous qualifier pour un tournoi qui, lui, vous donne un Golden Ticket. Sauf que sur ce tournoi-là, il y en a 4 à gagner. Où vous avez les tournois Golden Ticket. Mais les tournois Golden Ticket, il faut minimum 100 joueurs. Alors que les tournois Silver, c'est 24 joueurs. Donc si vous avez un tournoi en bas de chez vous, en Silver Ticket, on peut vous donner les tickets. Les Golden Tickets sont limités par Games Workshop, ce qui veut dire que vous êtes obligé de vous inscrire sur un tournoi Games, c'est eux qui décident si vous en avez ou pas. Par rapport au nombre qu'on en a, il peut y en avoir 1 ou 2 ou plus, ou voilà, c'est eux qui décident. Les Silver, par contre, c'est nous qui décidons combien on en donne. Donc en fait, on a autant de Silver qu'on veut. Oui, parce que Silver, Enfin, c'est une mise en place par la FEC, ce qui fait que c'est vous ça. qui gérez ça, parce que ça vous donne accès en fait au tournoi des Silver Tickets afin d'obtenir un Golden Ticket. Voilà. Un Et ou donc plusieurs, le tournoi, je sais pas combien il y en aura, mais voilà. pour l'instant 4. Mais 4. c'est pareil, comme c'est Games Workshop qui... nous, en fait, on dit, voilà les tournois, on les propose. On dit, ça marche, ça marche pas, voilà comment ça fait. C'est Games Workshop qui décide de combien de Golden Tickets ils veulent donner, si vous donnez un Golden Ticket ou pas. Alors, nous, Tiens, on dirige le truc, mais on n'est pas décisionnaire, en fait. ça me fait penser... l'année dernière, il y a des personnes qui ne sont pas français qui ont réussi à avoir des golden tickets. Alors autant pour la France, je m'en fais pas trop parce qu'on en a beaucoup, mais autant je peux penser par exemple à des nations qui en ont moins, beaucoup moins que nous, et où des étrangers viennent faire un tournoi dans ce pays et potentiellement subtiliser un golden ticket. En fait, pour les étrangers, comment ça marche? Alors, Games Workshop a établi des règles. Alors, je les ai pas sous la main, mais en gros, l'exemple au French Wargame Day l'année dernière, je crois que c'est un Polonais qui avait gagné et un Grec qui avait fini deuxième. On avait eu des tickets en plus. C'est-à-dire Games Workshop avait dit on vous donne le ticket, puisqu'en fait on vous donne juste le droit de venir. Et c'est pareil, c'est Games Workshop qui décide. Si on se retrouve à faire un tournoi français et les 15 premiers sont étrangers, c'est possible que Games Workshop nous dise on ne donne pas de ticket à vos joueurs. Déjà Games Workshop, parce que si le premier a déjà un golden, on peut aller taper en dessous. Je sais qu'on a une limite et qu'en dessous d'une certaine place, ils nous disent non, le golden ticket c'est les meilleurs joueurs, on veut pas d'un mec en fin de saison, les 15 premiers ont eu un golden, on va pas prendre le 16e parce qu'il y avait 16 places et que le maire s'est trouvé à s'inscrire juste parce qu'il était là. C'est toujours pas ça. Mais Games Workshop nous a édicté des règles et en fait on leur renvoie ce qui se passe et ils nous disent. Là en plus ça tombait bien parce que la Pologne et la Grèce n'avaient pas eu de golden, peu. Donc du coup ils ont pu en avoir. Et la Pologne c'est une bonne idée parce que je rappelle qu'ils ont gagné le WTC. C'est une sacrée nation, hein. Mais en plus ils ont la Team Ignite où il y a quasiment les meilleurs joueurs en Europe parce qu'ils ont un ou deux joueurs anglais plus Liam en Belgique qui doit être le meilleur joueur européen. Donc c'est un sacré morceau quoi. Mais comme ça dépend des orgas, si le pays organisateur n'a pas de structure pour demander des golden tickets, c'est plus compliqué. Parce que Games Workshop veut que ce soit propre, donc c'est pour ça que c'est eux qui restent les décideurs au final. Nous, on fait que les guider, ou leur dire ce qui se passe chez nous, et ils nous posent des questions. Mais la plupart du temps, c'est pas nous qui allons dire, nous, on veut des golden tickets. Nous, on veut pas que lui ait des golden tickets. C'est juste dire, on a fait ça.
D'ailleurs, j'y pense là en parlant de la team Belgique. Je vais vous mettre, c'est la chaîne YouTube de War Adventures, qu'elle a sorti une vidéo hier, il me semble, où Oui, j'ai justement vu. elle a un partenariat avec l'équipe de Belgique. Et notamment, vous avez Liam sur cette vidéo, ainsi que le capitaine de l'équipe de Belgique qui a changé, parce que ce n'est plus Tom Adriani. Parce Oula, oula, que oula, oula, oula. Tom... Non, 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 pas, non. pas Adriani. Bob Adriani, c'était le capitaine il y a une Oui, oui, éternité. oui. Le Oui, capitaine, oui, c'était si, c'est Guillaume. ça. Ah oui, Guillaume, c'était Guy, oui. je crois que c'est des raisons personnelles. Tout va bien, hein. Oui, C'est oui, juste oui. que personnellement, il a dit le tournoi, ça suffit. Et il le file à Liam. Si j'ai bien suivi, Liam a décidé cette année, et c'est la première fois pour la Belgique, que l'équipe belge serait composée 100% de Belges. Ouais, parce que, il me semble qu'il y avait eu El Gringo qui a joué pour la Belgique. Ouais, on a eu Salisia. Salisia qui joue à la Belgique, Salisia, voilà. qui est le meilleur belge de tout le bureau. Qui a fait, Qui qui a vous fait voulez. sensation dans le chat et dans les commentaires en mode ouais, pourquoi il n'a pas été pris pour la sélection française, etc. Parce qu'il est belge. Euh, Non, je dis il est plus belge du tout. Bref, en tout cas, voilà, je vous ai mis la chaîne de War Adventure. Si vous voulez suivre un petit peu les péripéties de l'équipe belge, moi je sais que je les suis sur. Enfin, je suis pas mal d'équipes. Je suis la Pologne, la Belgique, l'Italie, la Grèce. Enfin bref, vous avez pas mal d'équipes du WTC qui ont leur page Facebook. Alors, vu que je suis un boomer, je suis toujours sur Facebook. J'ai pas beaucoup En fait, d'autres j'ai réseaux pas sociaux. TikTok non plus, mais Facebook, Instagram, vous avez les liens. C'est ça. Les Discord, c'est plus compliqué d'y atteindre parce que c'est fait pour les gens qui sont à l'intérieur des tournois. Mais les pages Facebook, c'est pas mal. Ouais. Ah, tu as Avant le chat. un compagnon. Je pense que c'est l'heure de manger. Ouais. Bon, en tout cas, merci Babel Ben. On va aller raid Planet Wargame pour le coup. Hop, je vais prendre ça. Merci Babel Ben. Merci donc du coup la FEC en même temps. Je remercie la personne et l'organisation quand même qui est derrière toi. C'est une super organisation, vous êtes ultra investis, même si des fois ça s'engueule. J'ai envie de dire, quel Français ne râle pas. Et en tout cas, merci pour tout le travail que vous faites. Désolé si des fois des vidéos impliquent des questions que vous avez. Et du Ça coup, me je va te très bien. Je laisse. préfère que vous posiez des questions et que vous découvriez des trucs. C'est mieux. Et donc, du coup, je te laisse le mot de la fin. Alors, Ou les mots de la fin. inscrivez-vous. Venez arbitrer, parce qu'on a toujours besoin d'arbitres. Et le seul mot de la fin, c'est continuer à jouer aux figurines. C'est trop bien. Ça marche, merci beaucoup. Le raid va se lancer dans 10 secondes sur Planet Wargame.